Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite dans un premier temps bienvenue au webinaire Irrigation automatisée de la framboise hors sol, comment s'y prendre? Avant de commencer, je vais vous faire quelques petits points d'information. Donc, vous avez remarqué que votre micro et votre caméra sont fermés, c'est normal. Par contre, vous pourrez voir que vous avez accès à la section conversation. Si vous avez des questions là, en cours de présentation, vous pouvez les inscrire dans la conversation. Puis vous avez également accès aux réactions si vous voulez réagir, lever la main et tout ça. Alors, je tiens à vous préciser que le webinaire est enregistré. Donc, en participant à ce webinaire, vous acceptez l'enregistrement de l'événement et l'enregistrement de votre participation à l'événement. Les questions, que ce soit des questions qui auront été posées dans la conversation ou si jamais vous avez une question verbalement, seront répondues toutes à la fin du webinaire pour ne pas trop retarder le rythme. Donc, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on va tenter d'y répondre là, par la suite. Pendant la période de questions, c'est mon collègue Carl-José Aristide qui va poser les questions qui auront écrit dans la section clavardage. Comme je l'ai précisé un petit peu plus tôt, vous pouvez aussi lever la main à ce moment-là, puis on pourra activer votre caméra et ouvrir votre micro si vous voulez la poser là, de vive voix. Donc, les mises en garde étant faites, je me présente, je suis Stéphanie Tellier, conseillère dans les petits fruits et les arbres fruitiers à la direction régionale de la capitale nationale. Puis, je vous présente également mon collègue Carl-José Aristide, qui est conseiller horticole et irrigation pour le territoire capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Donc, on va être les deux co-animateurs du webinaire de ce matin. Des précisions sur le webinaire. Le webinaire auquel vous participez est destiné aux producteurs et conseillers qui cultivent la framboise hors sol, sous abri ou pas. Donc, on va discuter d'informations qui vont être techniques ce matin. On a réalisé ce webinaire car on sait que l'irrigation automatisée de la framboise hors sol, c'est une affaire quand même de précision. Donc, elle peut se faire grâce à plusieurs outils ou équipements. Dans ce webinaire, il y a 3 outils qui sont utilisés par les producteurs pour automatiser les irrigations qui vont être examinés plus en profondeur, soit la minuterie, le tensiomètre et le pyranomètre. Donc, des exemples de programmation pour chacun des outils vont être montrés et les avantages et inconvénients de chaque méthode vont être également discutés. Il y a d'autres outils nécessaires aussi à une fertilisation optimale, tels que les dalles de lessivage, vont être également examinés. Enfin, il y a quelques petits trucs reliés à la fertigation raisonnée qui vont être divulgués. L'événement sera enregistré car on veut que ça devienne un outil pédagogique pour être utilisé plus tard. Il va y avoir là, dans le courant, probablement autour de 11 heures, une petite pause de 15 minutes. Donc, je vous présente maintenant notre conférencier, mon collègue Philippe-Antoine Taillon. Donc, Philippe-Antoine a obtenu son baccalauréat en agronomie en 1999. Il a débuté sa carrière comme chef de culture dans plusieurs entreprises de production de légumes en serre du Québec et de l'Ontario, telles que les Serres du Saint-Laurent, Lakeside Produce et Production horticole de Mers. Il a ensuite cofondé l'entreprise de services conseil en agronomie Climax Conseil et il a également enseigné l'horticulture à l'ITA du campus de la Pocatière. Depuis un peu plus de 4 ans, j'ai la chance de l'avoir comme collègue à la direction régionale de la capitale nationale au MAPAC et il agit comme conseiller expert en culture maraîchère et fruitière en serre, où il accompagne les producteurs dans différents projets et participe à la vulgarisation auprès des conseillers et producteurs agricoles. Donc, je laisse maintenant la parole à Philippe-Antoine. Merci beaucoup. Bon webinaire à tous. Merci Stéphanie et Carl-José. Est-ce que l'un d'entre vous peut me confirmer qu'on voit le bon écran avec la page titre de la présentation? Oui, parfait. Merci Stéphanie pour la présentation. Alors, je tiens là, tout d'abord là, à mentionner que j'ai eu de l'aide pour monter cette présentation-là de la part de Daniel Bergeron, qui est un ancien collègue au MAPAC. Et on a eu la collaboration de la compagnie Gaspard qui offre des services d'automatisation d'irrigation aux producteurs au Québec. Alors, pour débuter, là, je vais mentionner tout de suite que l'irrigation de la framboise hors sol, puis de toutes les cultures hors sol, c'est quand même assez compliqué. On ne peut pas simplement donner une irrigation, puis par la suite attendre 2 ou 3 jours, puis en donner une autre, ou simplement donner 2 irrigations par jour, 3 irrigations par jour. Il y a beaucoup de concepts à comprendre, puis avant de s'aventurer dans la programmation, là, il y a beaucoup de
notions à comprendre aussi. C'est pourquoi là, il y a une bonne partie de la présentation qui va traiter de notions importantes à comprendre pour une irrigation optimale des cultures hors sol. Je m'excuse, j'ai oublié de démarrer mon chronomètre. Donc, on va parler de culture, de densité, de substrat, de lumière, de tensiométrie avant même d'aborder la programmation des irrigations ou l'automatisation des irrigations. Puis, on va traiter ça avant, on va prendre une pause, puis on va traiter les notions importantes, on prendra une pause, puis par la suite, on fera de la programmation d'irrigation. Donc, pour décrire, on va commencer par décrire la culture. C'est peut-être quelque chose que plusieurs d'entre vous connaissent déjà, mais il faut prendre la peine de le faire. Donc, la culture de framboise, c'est une culture pérenne, c'est une culture qui va avoir un an en pépinière. Quand on cultive en pépinière, normalement, on met 2 plantes par pot. C'est des pots d'une petite capacité. Habituellement, c'est des pots autour de 1,1 litre de volume de substrat qui sont utilisés. Vous voyez à droite là, 2 types de pots qui sont utilisés communément par les producteurs, un venant de la compagnie Bateau et le deuxième venant de la compagnie Beacon Camp. Donc, dû aux dimensions des pots, là, les pots sont espacés aux 12 à 20 cm sur le rang. C'est une culture, quand on est en phase pépinière, où on va placer des rangs simples ou des rangs doubles qui seront espacés en fonction de la largeur de la machinerie qui va passer. Donc, il y a des traitements phytosanitaires à faire, puis un tracteur ou un 4 roues doit passer entre les rangs. Donc, la largeur des rangs ou la distance entre les rangs, souvent, elle est dimensionnée en fonction de ça. Puis, habituellement, ce qu'on voit beaucoup, c'est des entre-rangs d'environ 8 pieds, donc 2,4 mètres. Puis ça donne des densités, quand on travaille en rang simple, ça donne des densités qui oscillent entre 10 et 16 plants par mètre linéaire ou de 4 à 6, 7 plants par mètre carré. Ça, c'est du général. C'est certain que ça varie beaucoup à cause justement des distances entre les rangs. La production de framboise, c'est une culture pérenne. On fait une année pépinière, on fait ensuite une année de production. Donc, la production se fait dans des pots qui sont plus volumineux, donc des pots de 7 à 10 litres, dans lesquels on va placer 2 plants par pot. Donc, encore une fois, là, à droite sur la diapo, vous voyez des pots de 7 litres venant de la compagnie Bateau en haut et en bas, des pots de 7 litres venant de la compagnie Beacon Camp. Sur le rang, on va espacer les pots 20 à 30 cm. Puis, les rangs seront espacés un peu de la même façon qu'en pépinière pour permettre le passage de la machinerie. En pépinière, il y a dans certains cas des rangs doubles dans la production. Quand on est en phase de production, en année de production, on travaille exclusivement en rang simple. Puis, on va travailler avec des densités par mètre linéaire sur le rang de 6 plants. Si on met ça par mètre carré, parce que ça va être important tantôt dans la programmation d'irrigation, on essaie entre 2 et 2,5 plants par mètre carré. Puisqu'on a 2 plants par pot, ça nous donne une densité qui est autour d'un pot par mètre carré. Donc, on connaît le contenant. Il faut connaître l'environnement racinaire. L'environnement racinaire, c'est composé d'un milieu de culture qu'on utilise dans les productions de framboises hors sol. C'est habituellement du coco ou un mélange tourbeux avec de la tourbe, du coco et plusieurs additifs, par exemple de la perlite, etc., etc. Le rôle du substrat dans la culture de framboise hors sol, c'est d'ancrer les racines, en quelque part. D'oxygéner les racines, là, le substrat, c'est un espace où il y a beaucoup d'air, où il y a beaucoup d'eau. Donc, c'est d'aérer les racines et d'avoir une réserve en eau et en minéraux qui est plus ou moins importante. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on travaille quand même avec des milieux, avec des volumes qui sont faibles. Donc, de là vient un peu la difficulté là, dans l'irrigation. Il va falloir fractionner beaucoup l'irrigation au courant d'une journée.
Donc, pour savoir dans quoi on travaille, il faut connaître un peu le véhicule, là, de la même façon que quand on fait une course, il faut savoir si on est en mobilette ou en Formule 1. Ça va nous aider à savoir à quelle vitesse on peut aller. Ben, pour décrire un environnement racinaire, c'est utile de prendre une courbe de rétention en eau. Ça va nous donner un peu les performances du substrat. Puis ça, c'est normalement, les fournisseurs de substrat devraient être en mesure de vous fournir ces informations-là. Cette courbe-là, celle-ci vient des tourbières Berger. La courbe est faite pour un substrat tourbeux qui s'appelle le BM5. Donc, il y a beaucoup d'informations utiles qu'on va apprendre à partir de cette courbe-là, comme par exemple la capacité au contenant. La capacité au contenant sur la courbe, là, elle est située à une tension de moins 1 kPa. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, là? Ça va nous donner des points de tension pour savoir par la suite quelle est la zone idéale d'irrigation, la zone de confort de la plante, à quel endroit on fait du lessivage ou pas. Donc, la courbe de rétention en eau, c'est ce à quoi elle va servir. Donc, le point à moins 1 kPa, c'est la capacité au contenant. C'est-à-dire que quand on met de l'eau dans le substrat, au-delà de ce point-là, l'eau va passer tout droit. Donc, c'est le maximum que le contenant est capable de conserver en eau. Donc, on comprend que la zone qui est située entre 0 et moins 1 kPa, c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir du lessivage. Donc, c'est une zone où est-ce que l'eau est libre. L'eau, avec la gravité, va lessiver tout simplement. Et si on est toujours dans cette zone-là, ben, il faut se poser des questions puisqu'il y a des risques d'asphyxie. Mais si on n'est jamais dans cette zone-là, lorsqu'on fait l'irrigation, il peut y avoir des problèmes aussi. Donc, c'est une notion un peu ardue, là, mais il faut la connaître. Ensuite, dans les courbes de rétention en eau, on voit aussi l'endroit où l'eau est facilement disponible. Donc, c'est notre zone idéale là, qui se situe entre moins 1 et moins 5 kPa. Ça, c'est la zone dans laquelle on devrait toujours travailler. Finalement, on a une zone où est-ce que l'eau est un peu moins et moins facilement disponible, la zone qui est située entre moins 5 et moins 10 kPa. Ça, c'est une zone dans laquelle il est dangereux de s'aventurer à vos risques et périls, et puis au risque et péril de la culture, c'est-à-dire, et il y a une zone où l'eau n'est pas du tout disponible, on va tomber en stress hydrique, c'est la zone qui est située au-dessus de moins 10 kPa. Donc, si on résume, là, juste pour faire du chemin là-dessus, puisqu'on va y revenir quelques fois, là, on résume tout ça, il y a une partie, une partie de la courbe de rétention en eau dans laquelle on va travailler, qui se situe entre moins 5 kPa, c'est notre zone idéale. Et il y a une zone où on effectue du lessivage qui est entre 0 et moins 1. Et finalement, une zone dans laquelle on ne veut pas nécessairement se situer, qui est entre moins 5 et moins 10 kPa. Et on met de côté la courbe de rétention en eau parce qu'on va revenir un petit peu plus tard. On tenait à mentionner qu'il y a beaucoup de caractéristiques qu'il faut savoir pour savoir comment irriguer une culture hors sol, mais il faut faire de la même façon qu'on fait dans un champ en prenant la pelle et en allant voir les racines. Là, il faut absolument aller dépoter les racines pour voir la progression de racines au travers des semaines. Donc, si à l'écran, on voit un pot avec une culture qui a été plantée récemment, donc c'est un pot de 1,8 litres qui a été planté dans un plus gros pot, puis on voit la progression des racines. Les 3 photos montrent à peu près la même chose. Puis, en faisant ça, on est capable de voir si les racines vont bien ou pas. C'est quand même une partie de la plante qu'on ne va pas souvent voir parce que c'est situé soit dans le sol ou dans le substrat, mais c'est très important de le faire. On prend la peine au moins avec nos mains d'aller dépoter les racines puis de voir la progression des racines une fois par semaine parce que ça peut bien se passer comme ce qu'on voit à gauche, mais ça peut également pas bien se passer. La photo de droite montre plusieurs racines qui sont assez brunes, donc il y a un problème dans ce substrat-là. Puis la seule façon de le diagnostiquer rapidement, c'est en allant voir les racines. Là. Il y a peu d'outils qui vont être capables de faire ce travail-là. Fait qu'on vous encourage à le faire une fois par semaine.
Après avoir décrit l'environnement racinaire, là, il faut s'attarder aussi au système d'irrigation lui-même. Comment il est fait, parce qu'on travaille avec une Formule 1 en substrat, ben, il faut avoir un équipement qui est capable aussi d'amener l'eau efficacement à cette Formule 1-là. Donc, on a un schéma général d'un système d'irrigation. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais c'est toute une bébite. Là. Il y a un système de pompage, il y a un système de filtration, un système de fertilisation, un système d'automatisme et un système de distribution. Il y a quelques points là, qu'il faut quand même connaître quand on fait de l'irrigation hors sol, en substrat. Donc, par exemple, la pompe. La pompe, bien entendu, là, il faut qu'elle soit bien dimensionnée, là, mais il faut savoir qu'on travaille toujours avec des pompes électriques. Pourquoi? Parce qu'on va faire plusieurs démarrages dans la journée. On va se rendre jusqu'à 20-30 démarrages d'irrigation. Donc, ce n'est pas pensable de faire ça avec un autre type de pompe. Les pompes sont souvent accompagnées d'un réservoir de pression comme celle qui est à droite, là, le ballon bleu là, qui est sur la photo. C'est un réservoir de pression. Puis, souvent, on va travailler avec un régulateur de vitesse ou une drive sur les pompes électriques là, pour faire varier la vitesse de fonctionnement de la pompe. Donc, c'est important à savoir, c'est le type de pompe avec lequel on travaille. Les fournisseurs sont capables de bien les dimensionner. On a également un système d'injection d'engrais, de fertilisants. Là, autant quand on est en production en régie conventionnelle qu'en régie biologique, on a ce système-là. Le système de fertilisation, souvent, c'est un système d'injecteur. Donc, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est un injecteur mécanique qui va laisser passer de l'engrais, qui va amener de l'engrais dans l'eau en fonction de la quantité d'eau qui passe dans l'injecteur. Donc, c'est mécanique. Ce que ça va faire, c'est qu'une fois réglé, ça va toujours, si par exemple on met de l'engrais dans l'eau, bien, ça va amener toujours la même quantité d'engrais. Donc, on va toujours avoir la même conductivité électrique de l'eau. La conductivité électrique, c'est on mesure ça pour avoir une idée de la quantité d'engrais qu'on met dans l'eau. La même chose quand on met de l'acide dans l'eau ou une base, ça va être pour contrôler le pH, mais lorsqu'on fait ça avec un injecteur de ce type-là, une fois que l'injecteur est réglé à une valeur, ça ne bougera pas si la source d'eau ne bouge pas. Donc, on n'est pas capable de faire moduler, par exemple, l'ACE, la conductivité électrique, lorsqu'on fait de l'injection d'engrais avec cet équipement-là. Par contre, il n'est pas cher et il est très répandu sur les fermes. Donc, c'est avec ça souvent qu'on travaille. Il existe un autre système qui est utilisé plutôt dans les serres, qui est un système beaucoup plus dispendieux, qui est fait avec des pompes doseuses. Puis sont indépendants de la quantité d'eau qui passe dans le système. Là. Ils vont toujours être liés à des sondes, puis il va y avoir une rétroaction, puis il va y avoir plus ou moins de fertilisants ou plus ou moins d'acide ou de base qui vont être ajoutés dans l'eau pour faire varier la conductivité électrique. Le pH, on ne le fera pas varier, ce n'est pas intéressant de faire ça, mais la conductivité électrique, on va voir plus tard que c'est intéressant de le faire. Donc, un système comme ça va être capable de le faire. On va être capable de le faire avec des injecteurs, là, mais il va falloir faire des petits travaux d'ajustement. C'est important de mentionner aussi que les pompes doseuses, c'est un système qui est plus coûteux là, que le système d'injecteur, mais qui est plus flexible aussi. On le voit rarement, par contre, dans les productions de framboises hors sol. Enfin, c'est pas vrai. Enfin, on a dans le système d'automatisation ou d'automatisme là, des électrovannes ou des vannes électriques. Donc, les vannes électriques, là, c'est des systèmes qui sont reliés à l'automate qui vont pouvoir ouvrir et fermer plusieurs fois par jour. On a plusieurs quand on fait de l'irrigation hors sol parce qu'on dimensionne des zones. Ça permet de faire du zonage, donc de ne pas irriguer tout de la même façon. Là, on peut faire plus d'ajustements. Mais il va falloir programmer chacune d'entre elles. C'est quand même assez simple. Enfin, sur le système d'irrigation, dans le système de distribution, on a les conduites principales et secondaires et il y a aussi les goutteurs. Donc, quelle sorte de goutteurs? Goutteurs, on appelle ça aussi des émetteurs souvent. C'est une traduction de l'anglais. Donc, les goutteurs, c'est important, c'est la pièce maîtresse du système d'irrigation. Là. On utilise toujours dans la production de framboises sous abri ou de cultures sous abri des goutteurs à compensation de pression. Ça vaut la peine d'investir dans un système de ce genre-là. C'est un goutteur qui va fonctionner, qui va toujours donner le même débit en fonction de la pression d'opération.
La plupart du temps, c'est des systèmes qui vont se fermer aussi après les irrigations pour éviter d'avoir une vidange du système parce que dans les tubes, on a de l'eau, on a des fertilisants, on ne veut pas les perdre. Donc, quand on arrête l'irrigation, je vous rappelle qu'on fait ça plusieurs fois par jour, ben, les goutteurs doivent être hermétiques puis pas permettre à cette eau-là de dégoûter. Donc, c'est une caractéristique des goutteurs supplémentaires. Puis, je l'ai dit, on veut des goutteurs qui sont pas du tout sensibles à la pression. Donc, ce n'est pas les mêmes goutteurs qu'on utilise en champ quand on a des surfaces planes. Puis, c'est un système là, qui va durer une dizaine d'années facilement. Donc, c'est un système qui va coûter cher à l'achat, qu'il va falloir entretenir, mais on est mieux d'avoir un bon système. Les quantités d'eau qu'on donne par irrigation, souvent, vont tourner autour d'à peu près 3 cuillères à soupe. Là. Donc, chacun des goûteurs, si on a un goûteur dans chacun des pots, puis on a une variation de cette quantité-là, on va se retrouver rapidement avec peu d'uniformité. Puis c'est un peu le but, c'est d'avoir une culture la plus uniforme possible pour avoir un rendement le plus uniforme, puis un traitement de la culture le plus facile possible. Donc, dans les systèmes d'automatisation, on travaille avec des goûteurs. Dans les systèmes d'irrigation, on travaille avec des goûteurs avec des débits variables, mais normalement, là, les goûteurs qui sont les plus utilisés, puis en général, c'est des goûteurs de 2 litres heure. Donc, parce qu'on va y référer tantôt, là, un goûteur de 2 litres heure, c'est 2000 millilitres à l'heure que ça donne comme débit. Ben, c'est 2000 millilitres à l'heure, donc en 60 minutes. Puis, si on divise un par l'autre, ça nous donne des débits là, de goûteurs là, de 33 millilitres par minute. Donc, c'est tantôt, je vous disais, là, une cuillère à soupe, c'est à peu près ça que ça va donner par minute par goûteur. Enfin, tout le système d'irrigation, autant le pompage, l'injection d'engrais, la régulation, puis la distribution, là, on va relier ça à un programmateur. Donc, dans certains cas, ça va être un minuteur, comme à l'écran, là, vous voyez un petit minuteur dans lequel on va rentrer un temps d'irrigation à chaque, par exemple, heure, il va y avoir une irrigation. Mais c'est vraiment pas ce qu'on conseille. Là. On conseille plus d'avoir un système d'automatisme, un automate là, qui va être capable de faire plus que seulement donner des irrigations à un temps fixe. Donc, un automate, là, ça ressemble à ça. C'est des boîtes là, qui sont vissées dans un endroit qui est à l'abri des intempéries, là, mais c'est à ça que ça ressemble. Donc, il y a des entrées, puis des sorties, puis des fils de connectés. La partie intéressante à voir, c'est l'interface graphique. Là. Donc, l'interface graphique, c'est là-dessus qu'on va travailler. Puis la plupart des automates, ça, c'est l'automate de Gaspard là, qui est montré à l'écran. Ben, on va être capable d'y accéder soit via un ordinateur ou via un téléphone cellulaire ou même une montre. Je ne l'ai pas essayé, là. Le cadran est petit, là, mais ça peut se faire également. Donc, système d'automatisation. Après avoir décrit le système d'irrigation, système d'automatisation, puis tout ça, là, on utilise dans l'irrigation des cultures hors sol là, des outils d'aide à la décision, des OAD. Donc, on a dit qu'on allait parler de quelques OAD précisément. Là. Le premier qu'on aborde, c'est le tensiomètre. Le tensiomètre, à l'écran, on voit un tensiomètre, c'est tous les mêmes tensiomètres de la compagnie Aerometer. Ici, à gauche, là, on voit un tensiomètre, un MLT, le modèle MLT qui veut dire miniature low tension, qui fonctionne à des tensions là, qui varient entre 0 à 40 kPa ou de 0 à 40 centibars. Donc, je fais appel à votre mémoire là, tantôt, là, quand on avait la courbe de rétention en eau du substrat, là, on disait qu'on allait travailler à des tensions là, qui varient entre 0, 5, voire 10 au maximum. Ben, c'est certain que les tensiomètres, les cadrans des tensiomètres ne sont pas adaptés à des cultures hors sol, même si c'est le tensiomètre qui fonctionne à la plus basse tension. Donc, ces tensiomètres-là, habituellement, là, sont pas il n'y a pas de cadran dessus, sont reliés à un automate.
Donc, soit avec un fil ou pas, là, fait qu'on a dans le milieu là, le port qui s'ajoute à ce tensiomètre-là pour pouvoir avoir un signal électrique, pour que la tension soit lue via un signal électrique au lieu de sur un cadran. Ça permet de le relier à un automate. Puis complètement à droite, là, on a un tensiomètre de la compagnie Gaspard sur lequel il y a une antenne qui va faire en sorte qu'on n'aura pas besoin de le brancher de façon filaire à l'automate. C'est quand même intéressant. Je prends le temps de mentionner là, que ce n'est pas la seule compagnie qui fournit des tensiomètres. Il y en existe plusieurs sortes, des moins chers et des plus chers, de moins bonne qualité, de meilleure qualité. Donc, il y a une gamme là, de produits, d'équipements de tensiomètres. Les tensiomètres, ce qu'on fait, là, c'est on les met dans le substrat, bien entendu. Là. Il y a tout un art, là, puis je veux pas nécessairement aborder ça aujourd'hui, mais on voit à gauche un tensiomètre, justement, qu'on va installer, là, qui est sur un établi. Ensuite, on voit dans la photo du milieu là, un tensiomètre qui est dans un pot et avec une antenne, et à droite, la même chose, là, un tensiomètre avec une antenne qui est dans un pot où est-ce qu'on voit du feuillage. Puis la prochaine diapo, là, on voit un zoom un peu là, de l'installation. Donc, je pense qu'on voit ma souris. Si ce n'est pas le cas, peut-être juste me le dire, pointeur laser. Donc ici, on voit le tensiomètre qui est dans le pot. Il n'y a pas encore de végétation qui est développée. On voit le fil qui monte, là, puis la boîte avec l'antenne du tensiomètre qui est accrochée après un poteau dans le pot. Là. Donc, ça, c'est l'installation qu'on fait. On essaye de ne pas nécessairement mettre le tensiomètre directement à côté du goûteur. Là. Le goûteur, là, dans le pot, là, on a parlé tantôt, c'était quoi? Là? Bien, ici, on voit qu'il est comme mauve, là. Donc de couleur mauve. Donc, si on met le tensiomètre directement à côté, c'est certain que la réaction du tensiomètre à l'eau va être beaucoup plus grande. Donc, on essaie de le distancer un petit peu du goûteur. Qu'est-ce que ça donne comme courbe? Qu'est-ce que ça donne comme lecture, un tensiomètre? Là? Ça, c'est une lecture qui a été réalisée l'été passé là, sur un tensiomètre qui est installé dans une culture de framboises en pot, dans un pot de 7 litres. Donc, on voit à gauche là, les unités. Là, donc, on commence en bas complètement à 0 kPa jusqu'à 6 kPa. Puis, on voit le tensiomètre, le graphique généré par le tensiomètre dans le substrat de coco. Donc, on voit des paliers ou des escaliers, là, ou je ne sais pas comment les appeler exactement, là, mais à chaque fois qu'on voit la courbe de tension descendre, là, on sait qu'il y a une irrigation qui a été donnée. Ensuite, la culture consomme de l'eau, la tension monte un petit peu, puis après, c'est une autre irrigation qui est donnée. Dans ce cas-là, on voit, il y a à peu près 6 irrigations qui sont données avant d'atteindre un plateau. Un plateau où est-ce que la tension ne descend pas plus bas. Donc, si on est en période de lessivage, puis après ça, en fin de la journée, bien, la tension remonte tranquillement. Donc, ça, c'est une courbe typique réalisée par un tensiomètre. Là, on a un petit problème parce que tantôt, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais je vous ai montré une courbe de rétention en eau qui est pour un substrat tourbeux, mais qui ressemble beaucoup à un substrat de fibre de coco aussi. Là. Puis, on n'est pas du tout dans les tensions d'opération. On a dit que notre zone de travail, on est entre -1 et -5 kPa, c'est ce qu'on a dit. Puis que la zone où est-ce qu'on lessive, là, elle est située sous 1 kPa. C'est là qu'il y a de l'eau libre, là, c'est là que s'effectue le drainage. Donc, on a dit aussi que si on était toujours là, on avait un problème d'asphyxie, mais si on n'était jamais là, on ne réalisait pas de lessivage. Mais là, on n'est jamais là sur ce graphique-là. Par contre, on est dans la zone où l'eau est facilement utilisable. C'est ça qu'on disait là, sur le graphique entre 1 et 5 kPa. Là, on était dans la zone payante. Fait que là, on est dans la zone intéressante. Bien, pourquoi on a cette mesure-là? Là, les tensiomètres, souvent, c'est un appareil qui va s'altérer avec le temps. C'est un appareil qui a besoin d'être calibré. On ne le fait pas tout le temps. Donc, il ne faut pas toujours se fier aux courbes de tension, aux courbes de rétention d'eau qu'on va recevoir parce que ces courbes-là sont réalisées en laboratoire. Les courbes sont réalisées en laboratoire sans racines. Donc, dès qu'on commence à mettre une plante dedans puis qu'on compacte un tant soit peu le substrat, ben, c'est pas vrai qu'il va se comporter exactement de la même façon que la courbe de rétention en eau. Donc, ce qui est commun de faire, là, c'est d'aller chercher ou
de mesurer les tensions de travail. Par exemple, là, dans le cas de ce tensiomètre-là, ben, on le sait, on est allé voir à 3 kPa, il y a du lessivage qui est effectué. Donc, il faut simplement là, penser que notre zone où le lessivage va s'effectuer, c'est en bas de 3 kPa, puis notre zone de travail, où est-ce que la plante va être à l'aise, va être confortable, là, va être plus entre 3 et 7 kPa. Donc, on travaille avec des tensions qu'on va aller mesurer sur le site in situ, là, pas nécessairement avec la courbe. La courbe va nous aider à voir un peu comment se comporte notre substrat, mais après ça, il faut aller mesurer directement sur le site. Le tensiomètre, il nous aide aussi, là, donc c'est pas je m'étais posé la question, est-ce que c'est inquiétant ou pas d'avoir une courbe de cette allure-là qui ne respecte pas ce qu'on avait dit un petit peu plus tôt? Non, c'est pas le cas. Puis, tout dépendant du tensiomètre, tantôt, là, on a dit qu'on essaie de le placer idéalement pas directement à côté du goutteur, mais si le tensiomètre est tout dépendant, il est placé où dans le pot, il va y avoir des courbes de tension qui ne seront pas toujours pareilles, donc qui ne réagiront pas toujours pareil. Donc, on sert également du tensiomètre là, pour voir un peu le comportement dans le temps du substrat, là, comment l'état des racines, l'état de l'eau dans le substrat se trouve. Par exemple, là, ici, on a un graphique de tension sur 4 jours dans le mois de juillet. Puis, avec cet outil-là, on peut, par exemple, voir la tendance. Fait qu'ici, on voit que à chaque jour, on irrigue, puis on avait des tensions quand même assez élevées en début de journée. Puis, ça commence à baisser. Fait qu'on peut avoir une tendance à une humidité plus grande dans le substrat ou une moins grande variation d'humidité dans le substrat grâce à ces courbes-là. Donc, ça, c'est pour le tensiomètre. Moi, je ne veux pas entrer dans la gestion fine du tensiomètre. Je veux qu'on soit capable de se dire c'est quoi un tensiomètre, comment ça réagit sur un graphique pour être capable de programmer des irrigations plus tard. Donc, deuxième outil d'aide à la décision qu'on aborde, c'est le pyranomètre. Le pyranomètre, c'est un appareil, là, on voit un petit appareil relié à un fil au bout d'un mât. Ben, c'est ça, un pyranomètre. Le pyranomètre, là, de plus près, là, c'est l'équipement noir qui est installé ici au bout de la plaque métallique. C'est un équipement très fort utile là, en irrigation, mais c'est un équipement qui est beaucoup utilisé aussi en culture en serre pour de la régie climatique. Mais en irrigation, c'est quand même très intéressant. C'est un des OAD les plus utiles. Pourquoi? Ben, un pyranomètre, là, ça lie une intensité lumineuse. Ça lie le rayonnement solaire dans un spectre de lumière visible là, entre 400 et 700 nanomètres. La courbe en vert, c'est l'augmentation du rayonnement solaire au courant d'une journée, puis ça baisse à la fin de la journée. Donc, sur l'heure du midi, on est en haut, puis début, fin de journée. Puis, le graphique, là, il montre que le rayonnement puis la consommation en eau d'une culture sous abri, là, ben, il y a un lien direct entre les deux. C'est un peu décalé, là, mais on peut se fier sur le rayonnement solaire pour extrapoler la consommation d'une culture. Ça a été démontré en culture en serre. Le rayonnement et, pas le rayonnement, le lien, la relation entre la consommation en eau et le rayonnement solaire, ben, il est mieux plus la culture a développé de feuillage. Donc, si c'est ce qu'on voit sur le graphique, l'augmentation, le développement relatif du feuillage, là, ben, la relation entre le rayonnement solaire et la consommation en eau va être plus forte, plus le feuillage est développé. Donc, ce que ça veut dire dans la culture de framboise, c'est que quand on met des cannes en terre, il n'y a pas beaucoup de relation avec la luminosité ou l'intensité lumineuse pour la consommation en eau, mais plus la plante se développe, plus ça augmente, meilleur c'est. Donc, on connaît ce lien-là, ce lien-là est connu en culture sous abri. Dans la culture de framboise hors sol, c'était pas un lien qui était démontré ou c'était pas un lien qui était vérifié. Puis, il y a 2 ans maintenant, on a réalisé un projet là, à la ferme François Gosselin pour
déterminer en fait s'il y avait une relation si la relation qui est connue pour la culture des fruits et légumes en serre est la même que pour la framboise cultivée hors sol sous abri. Donc, on a été capable de confirmer que la consommation d'eau par rapport au rayonnement solaire global, ben, elle est proportionnelle, puis elle est égale à 2 millilitres par mètre carré par joule par centimètre carré. Donc, on va y revenir, on va utiliser cette relation-là dans des calculs, mais c'est ce qu'on a été capable de confirmer. C'est un des objectifs du projet, là, donc on le cite, là, il est disponible sur AgriRéseau si vous voulez aller le regarder, mais il y avait des objectifs aussi pour vérifier la productivité d'une culture, la consommation en fertilisant et en eau également d'une culture de framboise sous abri. Donc, le pyranomètre, là, je disais tantôt, qui lie l'intensité lumineuse, le rayonnement solaire dans le spectre de la lumière visible, là, entre 400 et 700 nanomètres. Puis l'unité de lecture du pyranomètre, là, par convention, c'est le watt par mètre carré. On peut utiliser d'autres unités de mesure, là, mais en général, c'est le watt par mètre carré qui est utilisé, puis qui va varier entre 0 et 1000 watts par mètre carré. Donc, c'est l'échelle de gauche ici, là, 0 et 1000 watts par mètre carré. 1000, 1100 au Québec, là, tout dépendant, on est situé où, si on est au nord ou au sud, là, durant l'année. Donc, c'est certain qu'au mois de janvier, on n'a pas un rayonnement très, très fort. Puis au solstice d'été, donc le 21 juin, c'est à ce moment-là que le rayonnement est le plus fort durant l'année. Donc, avec le pyranomètre, là, on peut discerner une journée nuageuse d'une journée, d'une belle journée ensoleillée, d'une journée où est-ce qu'il y a une alternance soleil-nuage. Donc, sur les graphiques tout à fait à gauche, là, on est capable de voir une journée nuageuse, de voir la lecture du pyranomètre lors d'une journée nuageuse. On voit une intensité lumineuse qui est faible, là, qui va osciller, qui ne montera jamais plus haut que 200 watts par mètre carré. Donc, ça, c'est une journée nuageuse du mois de juin 2022. On peut voir aussi là, le graphique qui est dans le milieu, là, ou la courbe qui est dans le milieu. Là, c'est une journée où est-ce qu'on a du soleil et mi-nuage. L'intensité lumineuse varie. Là, il y a comme des pics. Là, ça, c'est des passages de nuages. Là, donc, quand l'intensité lumineuse diminue, il y a un nuage qui passe, et ainsi de suite. Puis l'intensité lumineuse là, va varier beaucoup là, de 0 à 1000, 1100 là, watts par mètre carré. Finalement, on voit aussi une belle journée ensoleillée du mois de juin. Là. Donc, une cloche parfaite, là, un beau graphique qui va monter jusqu'à à peu près 1000 watts par mètre carré. Là, ça va augmenter graduellement, ça va attraper un plafond au zénith du soleil, puis ça va redescendre par la suite. Donc, avec le pyranomètre, on peut lire l'intensité lumineuse. C'est ça que ça nous donne. Mais avec le pyranomètre, on peut aussi calculer le rayonnement solaire global, journalier ou pas, là, mais on peut calculer cette valeur-là. Donc, c'est pas une mesure. Pour calculer l'intensité lumineuse, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne au fur et à mesure l'intensité lumineuse pour calculer comme une accumulation de soleil. C'est ce qu'on fait. On exprime le rayonnement solaire global là, par convention en joules par centimètre carré, mais il existe d'autres façons de l'exprimer. Mais c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Puis c'est cette valeur-là là, qui est la plus utile pour l'automatisation de l'irrigation. Donc, c'est important de la comprendre. Puis c'est la courbe qui est en bleu à l'écran. Donc, on a l'intensité lumineuse qui est en orange, puis on a le rayonnement solaire global. Là, il est exprimé de façon journalière sur la courbe en bleu. Donc, de la même façon, là, tantôt qu'on a indiqué quelle journée était nuageuse et quelle journée était très ensoleillée, bien, la journée de gauche, on sait déjà que c'est une journée qui était pas super belle, il n'y avait pas beaucoup de soleil. Bien, on a accumulé lors de cette journée-là 500 joules par centimètre carré. Donc, on voit l'accumulation qui se fait tout au long de la journée pour atteindre un plateau lorsque le soleil se couche et de retomber à 0 à minuit.
Même chose, on sait que la journée qui est située dans le milieu du graphique, c'est une journée où est-ce qu'on a alternance soleil-nuage. Donc, c'est une journée plutôt avec prédominance de soleil. Là. Donc, on a quand même eu 2100 joules par centimètre carré, qui est quand même une bonne valeur. Donc, il y a plus de soleil que de nuages, mais c'est une journée située entre les deux. Et finalement, à droite, complètement, on a une très belle journée où est-ce qu'on a totalisé 2800 joules par centimètre carré. Donc, c'est comme ça qu'on va les caractériser, les journées, pour dire si sont belles ou pas pour l'irrigation. C'est cette valeur-là qu'on va utiliser pour démarrer les irrigations. On va y revenir plus tard. Le pyranomètre, là, il sert aussi à diagnostiquer des anomalies. Là. Donc, ici, là, à l'écran, là, on voit un pyranomètre à la même journée situé chez deux producteurs qui sont à proximité un de l'autre pour la même journée dans l'année. Donc, la courbe qui est à gauche, elle est normale. Là. Normalement, on a une courbe qui se comporte un peu comme une cloche. Là. Ma cloche n'est pas parfaite, là, mais j'ai une symétrie du début de la journée jusqu'à l'heure du midi, qui est la même qu'à partir de l'heure du midi jusqu'à la fin de la journée. Par contre, sur la courbe de droite, la courbe qui est en orange, on voit qu'il y a comme une partie qui est retirée là, de l'intensité lumineuse. Puis pourtant, c'était la même journée. Il a fait beau, c'était à proximité, donc il a fait très beau chez les deux producteurs. Bien, on peut voir là, que sur ce pyranomètre-là, là, on a un tunnel qui est situé à l'ouest, puis on a des arbres aussi. Là, on ne les voit pas sur la photo, là, mais ça fait en sorte qu'à chaque fin de journée, là, puis on le voit, là, je montre seulement une journée à l'écran, là, mais à chaque fin de journée, on voit une petite partie qui est retirée du graphique d'intensité lumineuse et l'accumulation de lumière est un peu plus faible aussi que ce qu'on a à gauche, là, vu que c'est un calcul qui est fait à partir de la valeur d'intensité lumineuse. Par contre, le producteur le sait fort bien, là, puis ça ne pose pas de problème pour l'irrigation. C'est en fin de journée, on le sait, donc on travaille avec, on est capable d'extrapoler qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre cette problématique-là. Mais ça permet de faire des diagnostics de ce genre-là. Un autre outil, je suis encore sur le pyranomètre, je suis désolé. Donc, on voit l'installation du pyranomètre au bout du mât. Un autre outil d'aide à la décision là, qui est utilisé quelquefois là, beaucoup plus en serre. Là, la photo provient de la vitrine sur les outils d'aide à la décision qui a été réalisée par l'IRDA là, l'été passé et l'autre été d'avant. Donc, c'est une balance qui va mesurer le poids du substrat. Donc, c'est intéressant, c'est beaucoup utilisé en serre, c'est pas beaucoup utilisé dans la framboise. Ça peut être intéressant, mais assurément, il va falloir mettre plus qu'un pot sur une balance parce que sinon, ça va donner un renseignement sur seulement un pot dans toute l'abri au complet. Ce que ça donne là, comme graphique très rapidement, c'est qu'on voit la variation du poids du substrat sur le graphique. Donc, en début de journée, on a 4 graphiques là, de 4 balances différentes. Là. On voit tranquillement là, le poids du substrat qui diminue. Puis lorsqu'on donne une irrigation, le poids augmente. Il y a une consommation en eau là, qui est caractérisée par une baisse du poids du pot. Puis ensuite, une autre irrigation, donc montée du poids du pot. Et ainsi de suite. Donc, ça peut être un outil intéressant, on le mentionne rapidement, mais ce n'est pas beaucoup utilisé. Ce qui est l'outil le plus important puis il est essentiel. On ne peut pas passer à côté dans la culture de la framboise hors sol, puis dans la culture de tous les fruits et légumes quand on les fait de façon hors sol, c'est la dalle de lessivage. La dalle de lessivage, là, c'est le cerveau de l'irrigation. Normalement, on devrait avoir une dalle de lessivage par zone d'irrigation. Parce que c'est là qu'on va être capable de mesurer qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que c'est une dalle de lessivage? Là, sur la photo de gauche, là, on voit une planche de bois. Là. Donc, c'est une planche de bois, plus ou moins longue, avec un revêtement imperméable qui est mis dessus. Ici, c'est un polyéthylène, c'est du plastique. Ça pourrait être un autre revêtement imperméable, il faut qu'il soit imperméable. Et ça, c'est mis, là, il y a des briques en dessous là, pour donner une légère pente. Là. Puis, au bout de la dalle, là, ben, il y a un bac pour recueillir l'eau qui passe tout droit, qui n'est pas absorbée par les plantes. Donc, c'est ça le principe
de la dalle de lessivage, plus il va y avoir de peau dessus, plus elle va être représentative. Donc, sur les photos, vous voyez une dalle de lessivage en début de saison, donc le feuillage n'est pas développé encore, et la même dalle de lessivage plus tard en saison. Donc, on peut comprendre qu'une dalle de lessivage est beaucoup plus facile à installer en début de saison qu'en milieu de saison. Donc, on recommande, dès que la plantation est faite, d'installer des dalles de lessivage et d'en mettre une par zone d'irrigation. La dalle de lessivage, on a 3 exemples à l'écran. À gauche, c'est dans une pépinière, on a 7 pots sur la dalle de lessivage. Dans le milieu, on a 6 pots, c'est dans un espace de production. Puis à droite, on a 4 pots sur la dalle de lessivage dans un espace de production en début de saison. Donc, il faut remarquer aussi là, que sur la photo du milieu, là, sur les autres photos, on ne les voit pas, là, mais elles sont là. La dalle de lessivage, elle est toujours accompagnée d'une bouteille témoin. La bouteille témoin, dans cette bouteille-là, on va mettre 1 ou 2 goutteurs pour aller mesurer les quantités d'eau qu'on va donner à la culture. La dalle de lessivage, elle recueille la quantité d'eau qui n'est pas absorbée par la culture et on est capable de mesurer dans cette eau-là les propriétés chimiques de l'eau, mais il faut avoir également une bouteille témoin qui accompagne la dalle de lessivage. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que normalement, sur la dalle de lessivage, puisque c'est le cerveau de l'irrigation de l'abri, c'est à cet endroit-là qu'on installe les autres outils d'aide à la décision. Donc, par exemple, ici, on ne le voit pas bien là, sur la photo là, du milieu, il y a un tensiomètre ici. Là. Donc, c'est l'endroit préféré pour installer les autres outils d'aide à la décision parce qu'on va savoir comment se comporte la dalle. Là, on extrapole ce comportement-là à la culture, mais on met aussi l'outil d'aide à la décision à cet endroit-là. Donc, on a recueilli l'eau qu'on donne et l'eau qui passe tout droit à la culture à l'aide de la dalle de lessivage. Bien, on a besoin aussi d'un appareil là, qui s'appelle un pH-mètre et conductivimètre. Cet appareil-là, c'est un appareil qui va être fort utile. On va l'utiliser à chaque jour pour aller mesurer dans l'eau donnée et dans l'eau lessivée le pH et la conductivité électrique. Donc, c'est deux mesures qu'on a besoin pour la culture de la framboise hors sol. Et puis, juste souligner, là, parce que ça arrive souvent, là, mais dans la framboise hors sol, comme dans les légumes en serre, on travaille avec des valeurs de conductivité électrique quand même élevées. Donc, c'est pas rare qu'on va dépasser la mesure du 4 millisiemens par centimètre, excusez. Puis, la plupart des appareils qui sont disponibles vont le faire, mais il y en a certains qui ne le feront pas. Donc, j'ai mis en jaune à l'écran des flèches vers les appareils qui ont les bonnes échelles de conductivité électrique pour faire le travail. L'échelle de pH est toujours la même. Là. Donc, il ne faut pas acheter n'importe quel appareil. Il faut vérifier avec notre représentant à l'avance quel appareil est le mieux. Et il faut se préparer à remplacer ces appareils-là parce qu'ils ont des durées de vie limitées. Ce n'est pas des appareils qui vont durer 5-10 ans. Donc, c'est des appareils souvent qu'il va falloir remplacer aux ans, aux 2 ans. Donc, il faut penser à soit acheter des appareils peu coûteux pour les remplacer souvent ou acheter un meilleur appareil. Mais ça prend cet appareil-là pour faire de l'irrigation hors sol sous abri ou pas sous abri. Ça prend aussi, là, c'est très simple, un relevé d'irrigation, papier ou pas. Là, j'ai mis à l'écran là, un relevé qui est réalisé pour 2 valves, puis 2 dalles, là, qui sont 2 dalles qui représentent 2 valves. Donc, on a la mesure du 7 à août pour une pépinière et pour des grands tunnels. Et on a la mesure du 8 août pour une pépinière et les grands tunnels. Pour la même pépinière et les mêmes grands tunnels que le 7 août. On est capable de voir plusieurs informations dans ce relevé-là, dont les quantités d'eau données et lessivées et les caractéristiques chimiques de l'eau donnée et lessivée. On est capable aussi, là, avec ces valeurs-là, de calculer les pourcentages de lessivage. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une valeur qui est calculée à partir des quantités lessivées, des quantités données, puis des nombres de pots. On voit que les valeurs là, sont quand même assez faibles là, en conductivité électrique là, dans ce relevé-là. C'est un relevé pour une production hors sol bio. C'est pour ça que les conductivités électriques sont faibles. C'est plus élevé en conventionnel. Dans le relevé d'irrigation, on note
on peut noter le rayonnement solaire global si on a un pyronomètre. Donc, on peut l'ajouter, puis on va être capable de dire si la journée a été une belle journée ou pas, puis on va être capable d'ajouter les taux de lessivage. Par exemple, si le lessivage est quand même passablement élevé pour une journée où est-ce qu'il a fait moins beau. Et on va noter aussi sur le relevé d'irrigation les événements climatiques comme par exemple la pluie ici. On peut aussi, si on a un pyronomètre, là, évaluer la consommation de la culture. Tantôt, on a dit qu'on avait été capable de calculer que la consommation d'une culture hors sol de framboise sous abri, c'était équivalent à 2000 litres par mètre carré par jour par centimètre carré. Bien ici, c'est ce qu'on fait là, chez ce producteur-là. Donc, à chaque jour, dans le fichier OneDrive qui est rempli par la personne qui fait le relevé d'irrigation, bien, il y a une performance d'irrigation qui est mesurée automatiquement. Malheureusement, avant de commencer la programmation, il y a d'autres choses qu'il faut savoir qui vont nous aider pour toutes les programmations, autant minuterie, tensiomètre, pyronomètre. Première des choses, c'est la détermination des heures de départ et des heures de fin. Dans la régie de la framboise, hors sol, on sait que, ou dans toutes les régies, on sait que l'heure de départ doit être après le début de la transpiration des plantes. Et que dans la framboise, là, on se trouve à faire des départs là, qui sont à peu près entre 1 et 3 heures après le lever du soleil. Puis c'est des départs qui sont retardés lors des journées nuageuses et pluvieuses, puis qui se font de façon plus tôt quand il fait très, très sec à l'extérieur. Fait que c'est dépendant du climat, mais on peut dire que c'est entre 1 et 3 heures après le lever du soleil. L'heure de fin des irrigations va varier entre 2 et 4 heures avant le coucher du soleil. Puis cette fin-là va être devancée lors des journées nuageuses et pluvieuses. Donc, avant d'aller plus loin, là, je vais juste prendre le temps de faire un petit peu de lexique. Donc, lever de soleil, là, dans tout, à partir de maintenant, là, on va utiliser l'abréviation LS et pour le coucher de soleil, CS. Avant, on va prendre l'abréviation AV pour avant et AP pour après. Donc, si par exemple, je mentionne là, sur une diapo, le départ de l'irrigation va se faire 2 heures AVLS, ça veut dire 2 heures avant le lever du soleil. Donc, c'est comme ça qu'on utilise le langage de la programmation là, des automates. C'est comme ça que ça fonctionne, qu'on soit avec un automate ou un autre. Donc, ceci étant dit, je reviens à nos heures de départ et nos heures de fin et la période de nuit. Donc, moi, dans tous les exemples, je vais utiliser là, comme heure de départ lorsqu'il fait beau 2 heures APLS, donc 2 heures après le lever du soleil. Et lorsqu'il va faire mauvais, là, dans les exemples que je vais donner, là, puis c'est des conseils aussi, là, 3 heures après le lever du soleil quand il fait mauvais. La même chose pour les heures d'arrêt, pour la culture de framboise dans des volumes de 7 litres en production. Là, on s'attarde à la production. La production en pépinière, c'est des volumes beaucoup plus faibles, donc c'est encore plus précis l'irrigation qu'il faut faire là, pour le besoin aujourd'hui. Je m'attarde seulement au volume en production. Donc, pour le volume en production qui varie de 7 à 10 litres, là, on utilise des heures d'arrêt d'irrigation qui vont osciller entre 3 heures avant le coucher du soleil et 4 heures avant le coucher du soleil. Vous allez comprendre pourquoi on utilise ça un petit peu plus tard. La période de nuit, là, on sait qu'on doit réaliser un assèchement de nuit qui va représenter 5 à 10 du volume du substrat à saturation, mais ce n'est pas une valeur qu'on va utiliser pour la programmation. C'est plutôt là, un calcul qu'on va faire avec un nombre d'irrigations qu'on va donner le matin avant le premier lessivage. Là. On va être capable, avec ce calcul-là, d'extrapoler dans la nuit, ça a été quoi mon assèchement de mon substrat. Donc, par exemple, si je donne 3 irrigations de 100 millilitres, puis je commence à avoir du lessivage, bien, je peux estimer que mon assèchement de nuit tourne autour de 300 millilitres pour mon substrat, puis je peux faire des calculs avec le volume de mon substrat pour voir c'était quoi mon assèchement de nuit. Et dans les cultures en serre de fruits et légumes, on utilise des assèchements de nuit qui représentent 5 à 15 du volume du substrat à saturation. Dans la framboise, on n'a pas fait de test là-dessus. Donc là, on utilise des valeurs de culture en serre de fruits et légumes. À juste titre, on ne sait pas encore, ça n'a pas été testé. Donc, pourquoi je vous parle d'heures de départ et heures de fin? C'est parce qu'il y a dans une bonne régie d'irrigation, il y a des périodes à mettre en place. Donc, pour expliquer ça, je vais me servir d'un graphique qui montre l'évolution du contenu en eau
dans un substrat lors d'une belle journée pour décrire les 4 périodes. Donc, le contenu en eau, là, c'est la courbe en bleu. Donc, on voit que le contenu en eau, en début de journée, il diminue, puis les pics, là, les augmentations de contenu en eau, c'est des irrigations. Donc, on donne des irrigations, on augmente le contenu en eau du substrat et on se trouve à avoir un palier à un moment donné où est-ce que le contenu en eau du substrat ne monte pas plus haut. Puis après ça, le contenu en eau va diminuer, réaugmenter pour avoir une tendance à la baisse en fin de journée, puis le soleil va se coucher. Donc, on est capable de voir que les irrigations débutent après le lever du soleil et elles se terminent avant le coucher du soleil sur le graphique. Donc, la première période qu'on va utiliser dans l'irrigation des cultures hors sol, c'est la période d'humectation. C'est une période qui va permettre d'humecter le sac ou le volume de substrat, le pot, suite aux périodes d'assèchement de nuit. Puis, ça va combler la consommation du matin parce que la plante, elle consomme de l'eau aussi à ce moment-là. C'est pour ça que c'est des estimations qu'on fait. Et on va commencer à avoir un léger lessivage à la fin de la période d'humectation. C'est assez général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ensuite, on a une période de lessivage où est-ce qu'on a une consommation de pointe. C'est la période, une des périodes les plus importantes dans l'irrigation des cultures hors sol. La plupart de la consommation de la culture se fait à ce moment-là et toutes les irrigations qui sont données à ce moment-là vont générer du lessivage. Lors d'une journée de beau temps, ce lessivage-là va être quand même assez important. Là, ça va représenter de 30 à 70% du volume qu'on donne à ce moment-là. Puis finalement, on a une autre période qui va s'appeler la période de ressuyage, lorsqu'on va rétablir l'aération du substrat. Donc, on va ralentir tranquillement les irrigations. La plante va ralentir également sa consommation. Les premières irrigations de cette période-là vont lessiver, puis les dernières ne lessiveront pas. Puis après ça, on va tomber dans notre période d'assèchement de nuit. La période d'assèchement de nuit, il n'y a pas d'irrigation dans la culture de framboises hors sol. Sur le graphique, malheureusement, c'est le graphique que j'avais sous la main, on voit une irrigation en début de matin. Donc, on fait attention, ce n'est pas un graphique pour de la framboise. Et puis, la période d'assèchement de nuit, elle débute à la fin des irrigations, puis elle se poursuit jusqu'au matin suivant. Là, pour des considérations graphiques, là, sur le graphique, je l'ai mis des deux côtés là, du graphique, mais elle se termine la journée suivante. En ce qu'on comprend. Les périodes, on va les appeler P1, P2, P3 et P4. Donc, pour se retrouver, là, on nommera pas toujours leur nom. Comment qu'on programme les irrigations lors d'une journée typique? Là, on sert du lever et du coucher du soleil. Donc, moi, je vais me servir là, à l'écran là, pour vous montrer comment faire d'une journée à la fin juin. Donc, à ce moment-là, le lever de soleil est à peu près à 5 heures. Ce n'est pas l'heure exacte, là, mais je vais utiliser des chiffrons. Donc, le lever de soleil, c'est 5 heures et le coucher de soleil, 20h45 pour une durée du jour qui va être presque 16 heures. Donc, sur le graphique, on voit, là, j'ai situé le lever de soleil à 5 heures ici et le coucher de soleil à 20h45. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va programmer dans les automates la première période. Donc, la première période, dans mon exemple, tantôt, je vous ai dit qu'on peut aussi en tuner 3 heures après le lever du soleil. Bien, moi, j'utilise 2 heures après le lever du soleil lorsqu'il fait beau. Donc, je vais programmer ma période à ce moment-là et ça va donner 7 heures le matin. Puis, je vais programmer ma fin de ma première période 4h30 après le lever du soleil. Donc, si on additionne 4h30 à 5 heures, on va tomber à 9h30. Donc, ça va être ma période 1 ici qu'on voit représentée à l'écran. C'est 9h30, ça aurait pu être 10 heures, ça aurait pu être 9 heures. On oscille à peu près dans ces temps-là. À l'écran de l'automate, on a utilisé Gaspard pour le faire. Ça ressemble à quoi? Puis la plupart des automates utilisent un langage du même genre. Bien, ici, nous, on programme la valve 1 qui est dans les grands tunnels 1, 2, 3. Ça, c'est déjà nommé dans l'automate ou vous le faites selon comment vous êtes organisé dans l'entreprise. Donc, le départ ici, début des irrigations se fait, là, on revient, là, le graphique, je l'ai mis en haut pour qu'on puisse se référer, mais 2 heures après le lever du soleil. Donc, c'est le démarrage c'est le début de la période de la programmation
du début de la période. La fin de la période, j'ai remis le graphique ici en haut pour qu'on puisse s'y référer. Mais la fin de la première période, dans notre exemple, se fait 4h30 après le lever du soleil. Donc, ça va nous donner une période qui ressemble à ça. Donc, on a compris pour la première période. Qu'est-ce qu'on fait pour la deuxième période? Comment on fait ça? Bien, il faut comprendre que le départ de la deuxième période se fait à la fin de la première période. C'est la même heure, c'est 4h30 dans notre exemple après le lever du soleil. Puis cette période-là, dans mon exemple, on va la terminer 6 heures avant le coucher du soleil. Donc, là, on introduit une autre notion avant le coucher du soleil. Si on va voir le coucher du soleil est à 20h45, 6 heures avant, on tombe à 14h45. C'est comme ça que je vais programmer ma deuxième période. Là, je n'ai pas fait les captures d'écran sur Gaspard pour vous montrer comment faire parce que c'est exactement comme les premières captures d'écran. Donc, vous pourrez vous y référer si nécessaire. Comment on fait maintenant pour la troisième période? Bien, la troisième période, c'est la même logique. On la démarre 6 heures avant le coucher du soleil, c'est-à-dire à la fin de la période 2. Donc, si 6 heures avant le coucher du soleil, ça nous donne 14h45 comme heure réelle. Et notre fin de troisième période, bien, on va la situer en fonction du coucher du soleil. Donc, dans notre exemple, on avait dit un petit peu plus tôt que lors d'une belle journée, elle va se terminer 3 heures avant le coucher du soleil. Bien, dans notre exemple, à ce moment-là de l'année, ça nous donne 17h45 comme fin de troisième période. Voici la troisième période programmée. La quatrième période, elle, comment qu'on fait? Bien, on fait exactement comme les autres périodes, sauf que la quatrième période, on ne la programme pas. La quatrième période, on a dit tantôt qu'il n'y avait pas d'irrigation qui allait être donnée. Donc, notre quatrième période, dans ce cas-là, c'est la période de nuit. Puis, elle se situe, là, comme vous voyez à l'écran, entre la fin des irrigations, puis le lendemain, là, on l'a mis sur le même graphique, mais théoriquement, c'est le lendemain de cette journée-là où est-ce qu'elle se termine avec le départ des irrigations. Donc, ça ressemble à quoi dans un automate? Bien, ça ne ressemble pas à grand-chose, ça ressemble à ça. Donc, on a ici le lever de soleil qui est à 5 heures là, à ce moment-là de l'année, donc au mois de juin. Puis, on a notre coucher de soleil qui est à peu près à 20h45 ici. Là. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé programmer nos 3 périodes. Donc, ici, j'ai mis une programmation de tensiomètre pour montrer un peu à quoi ça ressemblait. Là. Mais les chiffres sont plus ou moins importants, on va y revenir tantôt, mais l'important, c'est de voir qu'on a 3 blocs. Donc, le premier bloc ici, qui commence à 7 heures, qui se finit à 9h30, c'est la période 1. Donc, le deuxième bloc qui est dans le milieu de journée, c'est la période 2, puis le troisième bloc, c'est à la fin de la journée, c'est la période 3. Puis la période 4, c'est la période de nuit, puis il n'y a pas d'irrigation de programmée. Donc, on ne la voit pas, mais elle est présente. C'est important aussi de mentionner là, que le départ, la fin de la période 1 et le départ de la période 2, par conséquent la fin de la période 1 aussi, c'est toutes des irrigations qui sont programmées en fonction du lever du soleil. La fin de la période 2, de même que la fin de la période 3, la fin de la période 2, le départ de la période 3 et la fin de la période 3, ce sont des irrigations qui sont programmées, comme vous l'avez vu, en fonction du coucher du soleil. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est important de savoir que en utilisant des réglages en fonction du coucher puis du lever du soleil, nos périodes vont bouger au travers de l'année. Donc, la framboise, typiquement, on va commencer à irriguer au mois de mai, puis on va se rendre jusqu'au mois de septembre. La longueur du jour, le lever-coucher de soleil varie beaucoup pendant ce temps-là. Donc, en faisant ça, ça va faire en sorte, là, je fais une petite animation à l'écran, que si si le coucher, le lever de soleil, si le soleil se lève plus tôt et le soleil se couche plus tard, les périodes vont bouger automatiquement, donc vont s'étirer automatiquement. Puis la période qu'on a intérêt à étirer, comme vous le voyez à l'écran, c'est la période 2. Donc, en programmant de cette façon-là, c'est ce qui va arriver. Si on le fait autrement,
bien, on va faire bouger la fin de la période 2 en fonction, par exemple, du lever du soleil, puis on risque de raccourcir cette période-là, qui est quand même très importante parce qu'on a la consommation de pointe. Fait qu'on suggère de le faire de cette façon-là. Ensuite, autre notion qu'il faut comprendre, comment on fait pour déterminer la longueur des irrigations dans la framboise hors sol? La longueur des irrigations, il y a deux méthodes qui sont répertoriées. Il y en a une qui est en fonction d'une fraction de la réserve facilement utilisable du substrat, ici. Et il y a une autre façon qui est répertoriée, c'est en fonction simplement du volume du substrat. Donc, dans la première façon de le calculer, on calcule 5 à 10 de la RFU du substrat. J'ai fait les calculs pour vous. Donc, plus le volume est grand, bien entendu, plus l'irrigation sera longue. Et on a des irrigations là, en utilisant cette méthode-là de calcul qui vont varier là, en volume par pot, c'est comme ça que je l'ai calculé, à des irrigations entre 200 et 400 ml par pot, par irrigation. Dans le deuxième calcul, en fonction du volume du substrat, c'est entre 2 et 4 du volume du substrat. Donc, on voit des irrigations plus faibles, mais qui sont tout de même plus grandes, plus le volume est grand. Donc, on a une irrigation plus grande pour le pot de 10 litres par rapport au pot de 1,8 litres. Il faut comprendre aussi que la longueur d'irrigation va avoir un effet sur la culture. Donc, plus on utilise une irrigation qui est longue, plus on crée un stress, puis plus on va assécher entre les irrigations. Donc, il va y avoir moins d'irrigation plus longue. Puis, si on a, par exemple, des irrigations très courtes et très rapides, bien, on va avoir beaucoup plus d'humectation, moins de stress, mais on peut avoir des asphyxies aussi. Ça peut créer des asphyxies. Donc, il y a juste un milieu à avoir. Puis, c'est intéressant de voir que les deux méthodes de calcul donnent des irrigations qui sont assez similaires. Fait que je vous laisse choisir qu'est-ce que vous préférez dans tout ça. Sachez simplement qu'on peut avoir un effet sur la culture en choisissant une irrigation d'une longueur ou d'une autre. Pour mes calculs, dans nos exemples, moi, j'utilise 400 ml par pot de 7 litres. Donc, ça veut dire que si j'ai 2 goutteurs, bien, chacune des irrigations va être de 200 ml. 2 goutteurs par pot combiné 200 ml, ça me donne 400 ml. Et si j'ai 2 goutteurs par pot, quand on a parlé de débit par goutteur, bien, ça va représenter des irrigations de 6 minutes par pot, par irrigation. Donc, simplement, là, on se référait à ça. Comment fait-on pour déterminer les besoins de la culture? Là, on a déterminé les quantités d'irrigation, les quantités d'eau par irrigation qu'on donne. Bien, on utilise la règle dont on a parlé tantôt de 2 millilitres par mètre carré, par joule, par centimètre carré pour connaître la consommation en eau de la culture. Donc, on pouvait se fier à cette règle-là pour estimer la consommation en eau. Alors, lors d'une belle journée, on a un besoin en eau de la culture, mais on doit également réaliser un lessivage. On n'a pas parlé encore, je vais y revenir tantôt, mais le lessivage est essentiel dans les cultures hors sol, sous abri. Quand on fait des cultures hors sol qui sont à l'extérieur, comme à pépinière, quelquefois, la pluie va avoir une incidence sur le lessivage, mais lorsque ce n'est pas le cas, il faut le réaliser nous-mêmes. Donc, dans les cultures hors sol, sous abri, en régie conventionnelle, lors d'une journée de beau temps, on va tenter d'avoir un lessivage qui va représenter à peu près 30 du volume d'eau apportée. C'est pour ça que moi, dans mon exemple ici, j'utilise 3 millilitres par joule par mètre carré. Je n'utilise pas le 2 millilitres par mètre carré par joule parce que ça, c'est le besoin en eau de la culture ou de la consommation. Je rajoute une certaine quantité pour réaliser du lessivage. C'est une règle du pouce qu'on utilise. Donc, en utilisant cette règle du pouce-là, je suis capable, avec une journée de beau temps, d'estimer un volume à donner par pot par mètre carré qui va représenter 8400 millilitres par mètre carré. Puis, dans mon exemple, avec mes densités que j'ai montrées au début, moi, j'ai à peu près 1 pot par mètre carré. Donc, ça me donne une quantité d'eau apportée par jour, lorsqu'il fait beau, de 8,4 litres. Ça semble beaucoup, mais c'est ce qui est réalisé quand la culture est très performante. Donc, on disait tantôt système d'irrigation performant, culture performante. Comment calcule-t-on un besoin
8400 millilitres là, avec le volume que j'ai calculé avec le nombre de goutteurs, là, ça me donne à peu près 21 irrigations par jour à réaliser dans mon exemple de beau temps. Dans mon exemple de mauvais temps, bon, j'ai introduit une autre notion, besoin d'eau en lessivage, besoin d'eau plus le lessivage par jour. Comment l'évaluer? Bien, là, je suis plus à 3 millilitres par mètre carré par jour, puis je ne suis pas à 2 millilitres. J'ai ajouté un petit peu de lessivage parce que lors d'une journée nuageuse, on ne veut pas lessiver autant que lors d'une journée ensoleillée. On veut lessiver moins. C'est pour ça qu'on va ajouter un petit peu moins d'eau par rapport aux besoins en eau que lors d'une journée ensoleillée. Donc, dans mon calcul, j'utilise environ 2,5 millilitres par mètre carré par jour lors d'une journée nuageuse. Ça va me donner pour une journée de 700 joules par centimètre carré, c'est la journée qui est à l'écran, un besoin par mètre carré d'à peu près 1,8 litres. Et puisque j'ai un pot par mètre carré, ça me donne à peu près le même volume par pot que je dois apporter. Puis ça, si je divise par mon volume d'irrigation apporté du coup, ça me donne 4,5 irrigations à peu près. Donc, c'est avec ces valeurs-là que je vais travailler. Maintenant, on a déterminé la quantité d'eau apportée par jour. Comment fait-on pour déterminer la fréquence des irrigations? La fréquence des irrigations, là, on a utilisé le rayonnement solaire pour estimer la quantité d'eau apportée par jour. On va faire la même chose pour déterminer ou estimer la fréquence des irrigations par jour. Donc, je suis allé chercher sur le graphique qui représente le rayonnement solaire de la journée, le graphique en bleu. Je suis allé chercher la valeur de rayonnement solaire à 13h30, puis je suis allé chercher la valeur de rayonnement solaire à 11h30. Puis, pour essayer d'estimer quelle quantité de lumière j'accumule pendant la période où le soleil est à son plus haut niveau au zénith. Donc, dans mon exemple, j'estime qu'en 2 heures, j'ai 640 joules par centimètre carré qui a été reçu sur l'abri. Donc, pour calculer la quantité en eau dont j'ai besoin à ce moment-là, pour estimer la fréquence des irrigations, bien, je prends mon nombre de joules que j'ai calculé à l'heure. J'avais 640 joules par centimètre carré sur 2 heures, donc c'est 320 à l'heure. Puis je multiplie par mon besoin en eau. Donc, 640 ml par mètre carré à l'heure. Ça, c'est mon besoin en période de pointe pour combler la consommation de la culture. Donc, je le répète, j'ai un pot par mètre carré, fait que c'est la même quantité là, par pot, là, mais j'ai besoin de 640 millilitres par pot par heure pour combler la consommation. Donc, ça, ce n'est pas la quantité que je vais apporter parce que je vais compliquer encore plus le calcul. Mais pendant la période de lessivage, c'est à ce moment-là qu'on veut réaliser la plus grande partie du lessivage, surtout par beau temps. Donc, j'ai dit un petit peu plus tôt que chacune des irrigations va lessiver entre 30 et 70 de la quantité d'eau qui est donnée. Bien, pour être capable de faire ça, il faut être capable de donner de 3 à 4 millilitres par mètre carré, par joule par centimètre carré pendant la période de lessivage, par beau temps. Pour essayer d'illustrer ça, là, ça fait beaucoup de chiffres. Là. Les deux petits graphiques à l'écran. J'ai un graphique qui montre l'importance d'un bon lessivage au bon moment. Parce que on peut avoir une mauvaise conduite d'irrigation. Donc, par exemple, ici, là, sur le graphique, on voit le lever du soleil et le coucher du soleil. Et on voit les heures de déclenchement d'irrigation ici. Là. On voit en gris là, des petites flèches qui disent quand les irrigations ont été démarrées. Et l'histogramme en vert, c'est le lessivage qui est effectué. Donc, on peut voir que le lessivage s'effectue tôt le matin. Sur l'heure du midi, il n'y a pas de lessivage qui est réalisé. Puis en fin de journée, il y a un grand lessivage qui est réalisé. Ça, c'est une mauvaise conduite. On reviendra. Une bonne conduite fait en sorte que les irrigations matinales, les premières irrigations, là, dans ce cas-là, c'est la première irrigation qui ne lessivera pas. Les autres vont lessiver un petit peu. Puis le lessivage va être concentré sur l'heure du midi, puis il va s'en faire un petit peu à la fin de la journée. Il faut noter là, que dans cet exemple-là, les deux conduites vont générer le même lessivage journalier. Donc, si je vais le mesurer à la fin de la journée, je vais avoir la même valeur entre les deux. Par contre,
dans le cas à gauche de mauvaise conduite, le lessivage n'est pas fait au bon moment. Puis à droite, le lessivage, c'est fait au bon moment. Donc, la culture va souffrir là, si on fait des mauvaises conduites de lessivage tout le temps. C'est la raison de pourquoi on doit faire le lessivage au bon moment et c'est la raison pourquoi on doit donner une plus grande quantité pendant la période de lessivage. Donc, dans mon calcul, je reviens à mon calcul précédent, j'ai 320 joules par centimètre carré par heure. Là, j'ai une petite erreur ici. En multipliant ça par 3 ou 4, ben, j'arrive à des volumes estimés ici que je dois apporter à l'heure pour combler la consommation d'eau de la plante et le lessivage. Donc, tout ça pour arriver à ce chiffre-là, qu'est-ce que ça représente dans mon exemple à moi? Là? Ça représente des irrigations entre 2,5 et 3,5 irrigations de 400 ml par pot à l'heure lors de la période où le soleil est à son zénith. Ça représente des délais entre les irrigations qui vont osciller entre 17 et 24 minutes entre les irrigations. Fait que moi, là, juste pour qu'on puisse avoir des chiffrons, je vais me dire, bon, ben d'accord, je vais programmer des irrigations aux 20 minutes. Pour essayer de sortir des chiffres un peu, là, juste voir qu'est-ce que ça peut donner sur une belle journée. Là, ben, ça peut donner, là, ici, on a des petits arrosoirs pour visualiser un peu les irrigations, mais on va avoir beaucoup d'apports, puis une plus grande fréquence des apports lors de la période du zénith lorsqu'on fait de l'irrigation des productions hors sol. Donc, au contraire, quand il ne fait pas beau, il n'y a pas beaucoup de rayonnement solaire, il n'y a pas beaucoup d'intensité lumineuse. L'intensité lumineuse en watts par mètre carré, c'est en orange, et la courbe qui est en rouge, c'est l'accumulation de lumière, le rayonnement solaire global. Donc, à droite, ici, là, on voit l'échelle qui est en joules. Je suis désolé, ce n'est pas très grand l'écran. Mais lors de cette journée-là, on n'a pas accumulé beaucoup de lumière, là, à peine 500 joules. Donc, pour calculer lors de mauvais temps ma fréquence d'irrigation, j'ai fait la même chose. Je suis allé chercher mon rayonnement solaire global cumulé à 13h30 et à 11h30. J'ai soustrait un de l'autre. Je suis capable d'estimer que j'ai une accumulation de 130 joules par centimètre carré en 2 heures. Donc, j'utilise la même façon. La consommation en eau, c'est 2000 litres. Donc, si je veux connaître seulement la consommation en eau de la culture à l'heure, je multiplie mon 65 par 2. Ça va me donner 130 000 litres par mètre carré à l'heure. Donc, la consommation de la culture, c'est environ ça par pot, vu que j'ai une densité de 1 pot par mètre carré. À cela, je vais faire la même chose que tantôt. J'ajoute un besoin de lessivage. Quand il ne fait pas beau, on lessive beaucoup moins pendant la période de lessivage. Ce n'est pas aussi intense que ce qu'on a fait pendant qu'il fait lors de beau temps. Donc, je vais donner entre 2 et 3 000 litres par mètre carré par jour. Ici, je le calcule à peu près ce que ça donne. Donc, j'ai un besoin à l'heure par pot qui tourne autour de 130 à 195 ml par pot pour combler la consommation et le lessivage. Ce que ça veut dire dans mon cas, c'est que je suis passé de 3 irrigations à l'heure tantôt, quand il ne faisait pas beau, à une demi-irrigation de 400 ml par pot à l'heure, quand il ne fait pas beau. Donc, c'est un peu ces extrêmes-là que je dois gérer quand je fais de la programmation d'irrigation. Pour reformuler le tout, là, quand il ne fait pas beau, on a une fréquence des irrigations qui est très faible. On va commencer un petit peu plus tard le matin. On va donner très peu d'irrigation. Puis on va finir on va devancer la fin des irrigations par rapport au coucher du soleil, par rapport à une journée où est-ce qu'il fait beau. Donc, c'est ardu, mais il faut connaître ces notions-là pour savoir comment programmer. Donc là, on rentre vraiment dans la programmation. On sait quelle longueur d'irrigation on doit donner. On sait à quelle heure on doit donner les irrigations, on doit démarrer les irrigations, à quelle heure on doit les terminer. On sait à quelle fréquence on devrait aller sur l'heure du midi. Donc ça, c'est toutes des notions qu'on a vues, on va les intégrer. Donc, comment faire pour programmer des irrigations avec une minuterie? Bien, avec une minuterie, dans le système Gaspard, c'est possible de le faire. Il faut aller ajouter manuellement chacune des irrigations. Donc, dans mon exemple, je commence mes irrigations lorsqu'il fait beau à 7 heures, 2 heures après le lever du soleil. Je donne les irrigations
moins rapprochées au début de la journée, puis lors de la période 2, la période de lessivage, je vais donner des irrigations rapprochées aux 20 minutes. Donc, c'est à ça que ça va ressembler sur l'automate. Je les ai ajoutés manuellement à la pièce. Puis à la fin de la période 2, j'espace les irrigations pour aller dans la période 3, puis donner moins d'irrigation tranquillement pour réoxygéner le substrat, réaérer le substrat, puis diminuer le lessivage. Donc, ça, c'est une programmation pour une journée de beau temps. Comment je fais lors d'une journée de mauvais temps? Bien, je fais la même chose. Manuellement, je vais aller ajouter les irrigations. Donc, si je commence plus tard, j'ai retardé mon départ d'irrigation 3 heures après le lever du soleil et j'ai devancé ma fin d'irrigation par rapport au coucher du soleil. Et j'ai calculé que j'avais besoin à peu près de 5 irrigations au travers de ma journée, même moins que ça. C'est comme ça que je le fais. Donc, on voit comment programmer des irrigations avec une minuterie beau temps, mauvais temps. Bien, comment fait-on, là? Ça, c'est le beau temps à gauche complètement. Là. On a beaucoup d'irrigation. Le mauvais temps, on a très peu d'irrigation. Comment fait-on lorsqu'il fait entre deux? Ben, j'ai pas de façon de vous expliquer là, parce que c'est au jour le jour, ça change. Donc, c'est vraiment pas une recommandation d'utiliser une minuterie pour faire de la programmation d'irrigation parce qu'une journée entre deux uniforme, ça n'existe pas. Il y a des journées où est-ce qu'il y a plus de soleil, d'autres moins. Donc, ça va être très difficile de faire ça avec une minuterie. C'est pourquoi on peut programmer des irrigations avec des minuteries, mais on peut automatiser des irrigations avec un tensiomètre ou avec un pyronomètre. Comment le faire? On commence avec le tensiomètre. Bien, j'ai pris la courbe de tension qu'on voyait tantôt, à laquelle qui ne correspond pas à la courbe de rétention en eau qu'on a reçue du fournisseur de substrat, mais on est capable, là, avec quelques pratiques d'irrigation, de voir qu'il y a un plateau en début de journée. Ensuite, il y a un plateau en milieu de journée, puis un autre plateau en fin de journée. Donc, pour être capable de démarrer les irrigations automatiquement dans une situation telle que présentée à l'écran, bien, je peux utiliser différentes valeurs de tension. Là, j'ai voulu simplifier le tout là, pour faire mon exemple à l'écran. Ce que j'ai fait, c'est que je vous montre ici comment programmer, comment automatiser l'irrigation avec un tensiomètre. Là, je n'ai pas fait 3 périodes. Je suis allé de façon beaucoup plus simplifiée pour que ça soit plus simple à l'écran, là, sur l'écran de gauche. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai entré mon paramètre de début de journée. Donc, je commence 2 heures après le lever du soleil et je termine ma journée. J'ai mis seulement une période, 3 heures avant le coucher du soleil. Certains producteurs le font avec seulement une période, avec des succès, avec quand même une réalisation intéressante de l'irrigation. C'est mieux de faire plus de périodes, mais là, pour le besoin de la formation, j'ai fait seulement une période. Comment programmer là, le tensiomètre comme ça? C'est qu'on va donner à l'automate une condition. On va lui dire, tu vas activer pour une durée de 6 minutes la condition ou l'appareil qui est en bas ici. L'appareil que j'ai mis, c'est un tensiomètre qui est dans les tunnels 1, 2, 3, dans les grands tunnels 1, 2, 3. C'est un capteur de pression ou de tension qui est mesuré en kPa. Et ce que je donne comme consigne à l'opérateur, c'est que je lui dis, dès que ta valeur est plus grande ou égale à 3 kPa, tu vas me démarrer une irrigation de 6 minutes. C'est comme ça qu'on programme un automate. Puis, pour ajouter à tout ça, là, ici, là, on a un délai de vérification. Donc, à chaque fois qu'on va passer 15 minutes, l'automate va aller vérifier si la condition qu'on a mis en bas ici, elle est réelle ou pas. Est-ce qu'elle s'est faite? Donc, si la tension, elle est au-dessus de 3 kPa, il va donner une irrigation. Donc, lui, là, dans la condition actuelle que j'allais programmer, à chaque 15 minutes, il peut donner une irrigation ou pas. Donc, l'écran de gauche et l'écran de droite.
Oui, je viens de voir le commentaire, là, il y a une erreur ici. On devrait lire sunrise au début et sunset à la fin. C'est mon erreur, je m'en excuse. C'est inversé ici, le début et la fin des irrigations. Donc, à gauche, on voit l'écran de programmation. Il ne correspond pas à ce qu'on a fait à droite. À droite, on a fait 3 périodes d'irrigation avec des consignes de tension différentes. Donc, en début de journée, on veut que l'automate démarre pendant la P1 avec une tension qui est supérieure ou égale à 3. Dans la P2, dès que la tension va être mesurée plus grande ou égale à 2, l'automate va donner une irrigation de 6 minutes. Et à la fin de la journée, il va revenir à une tension plus élevée. Moi, je vous recommande d'utiliser plus de périodes que ce qui est simplement à gauche. Mais pour le besoin graphique, là, on a fait ça de cette façon-là. Donc, pour notre tensiomètre, là, notre courbe de tension qu'on a vue tantôt, là, une tension qui est autour de 3 kPa va permettre de réaliser un lessivage. Puis une tension un petit peu plus élevée en début de journée, puis en fin de journée, va permettre d'avoir des périodes d'humectation et de ressuyage intéressantes. Donc, il n'y a pas de recette parfaite. Il ne faut pas copier ce qui est à l'écran. Il faut regarder les courbes de tension qu'on génère avec notre substrat dans notre réalité et ensuite extrapoler la valeur à utiliser. Ça, c'est pour le tensiomètre. Puis là, je ne fais pas de journée de beau temps, de mauvais temps, parce que le tensiomètre, la plante va consommer de façon différente s'il fait beau ou pas beau, va consommer en fonction du rayonnement solaire. Puis, automatiquement, on va générer moins d'irrigation lors d'une journée nuageuse, lorsqu'on irrigue avec un tensiomètre. Fait que c'est ça la beauté de l'automatisation. De la même façon, pas de la même façon, excusez, on va utiliser aussi un pyranomètre pour utiliser. Comment faire pour utiliser un pyranomètre? On a vu le tensiomètre. Le pyranomètre, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'aller voir l'accumulation de lumière. Donc ici, à l'écran, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inventé une programmation, par exemple, qui se ferait à chaque 500 joules lors d'une belle journée. Donc, il faut regarder la courbe en bleu, la courbe où est-ce qu'on accumule le rayonnement solaire global. La première irrigation, bien sûr, là, j'ai mis le lever puis le coucher de soleil. Non, c'est pas vrai, j'ai mis le début de la période 1 et la fin de la période 3 à l'écran avec le bleu pâle là, pour que vous vous situez dans le temps où c'est permis ou pas de donner une irrigation. Donc, si, par exemple, je donne comme ordre à l'automate de donner des irrigations à chaque 500 joules, l'automate va donner une irrigation aux alentours de 9h45, 10h, va en redonner une automatiquement vers 11h30, 11h45, va en donner une autre vers 13h, 13h30, une autre ici vers 15 heures et il va donner une dernière irrigation ici un petit peu avant 5 heures à peu près, de façon automatique dans la période d'autorisation que je lui ai donnée. Donc, je n'ai pas mis le même exemple que tantôt parce que sur le graphique, ça n'aurait pas été lisible, là, ce qu'on aurait pu, si on voulait donner 21 irrigations au courant de la journée, ça aurait été rouge complètement le graphique. C'est pour ça que j'ai utilisé un seuil de départ de 500 joules. Mais graphiquement, il faut juste imaginer, si on démarrait à chaque 100 joules, par exemple, bien, on aurait beaucoup plus de départs dans la journée. C'est comme ça que fonctionne la logique derrière l'utilisation du pyranomètre et du rayonnement solaire global pour la gestion de l'irrigation. Donc, si on passe, par exemple, à une journée qui est moyennement ensoleillée, bien, automatiquement, le pyranomètre, avec le même seuil de démarrage, va démarrer seulement 3 irrigations lors de cette journée-là, parce qu'on a eu, à la fin des irrigations, moins de 2000 joules par centimètre carré. Donc, il va automatiquement exécuter moins d'irrigation, ce qui est intéressant. Puis finalement, lors d'une journée vraiment nuageuse, où est-ce qu'on a très, très peu d'accumulation de lumière, bien, là, probablement que le pyranomètre, que le système, l'automate, ne démarrera pas ou va démarrer seulement une irrigation pour la journée si on utilise le seuil de départ de 500 joules par centimètre carré. Ce n'est pas ça qu'il faut utiliser, mais c'est pour représenter graphiquement comment ça fonctionne. Donc, comment qu'on programme ça? Ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'on a fait tantôt avec le pyranomètre. Et là, je m'en excuse, là, je viens de réaliser
Ah, non, sunrise, sunset. Ici, on est correct. Donc, pour programmer un pyrénomètre, c'est le même écran ou à peu près que ce qu'on avait avec le tensiomètre. Donc, on programme l'heure de départ. Ici, on a 2 heures après le lever du soleil comme période d'autorisation d'irrigation. Et on a une fin qui se situe à 3 heures avant le coucher du soleil. Puis, ce qu'on dit à l'automate, c'est tu peux activer le relais pour une durée de 6 minutes lorsque la condition du pyrénomètre qui accumule à chaque fois 100 joules par centimètre carré, tu peux donner une irrigation. Et ton irrigation est de 6 minutes, ça je vous l'ai mentionné. Et tu dois aller vérifier à chaque 10 minutes si la condition est bonne. Par contre, je ne veux pas, ici il y a un rest time, quelque chose de supplémentaire qui se retrouve dans pas mal tous les automates. Le rest time, c'est une valeur où est-ce qu'on ne peut pas donner d'irrigation. Donc, je ne donne pas de permission à l'automate de donner une irrigation avant d'avoir avant une attente d'au moins 15 minutes. Donc, cette condition-là va être respectée pendant ces périodes-là. Ce que ça donne graphiquement, là encore une fois, là, dans l'écran de gauche, j'ai fait une seule programmation pour une journée avec une seule période pour ne pas embourber l'écran. Mais à droite, on voit une programmation avec 3 périodes qui va aussi avec un départ à 120 joules par centimètre carré, avec un départ pendant la période 2 de lessivage qui est diminué, qui est autour de 90 joules par centimètre carré, qui n'est pas autour, qui est de plus que 90 joules. Et finalement, une période où est-ce qu'on réoxygène le substrat à la fin de la journée avec un seuil de départ de 120 joules par centimètre carré. Donc, encore une fois, on automatise l'irrigation avec le pyrénomètre parce que j'ai une seule programmation à mettre en place. Cette programmation-là va fonctionner beau temps, mauvais temps. Lorsqu'il va faire mauvais, il va y avoir beaucoup moins de lumière on va recevoir beaucoup moins de lumière. Les irrigations vont être beaucoup moins fréquentes, comme on a vu sur les graphiques tantôt. Donc, pour résumer, là, ça c'est important, là, parce qu'on a vu 3 outils d'aide à la décision, comment les programmer. Là. On a la minuterie. La minuterie, c'est certain que ce n'est pas coûteux à l'installation. Une minuterie, ça peut coûter 200, 300 $, un petit peu plus que ça pour les valves et l'automatisation, mais ce n'est pas coûteux par rapport aux autres équipements. Par contre, ça nécessite beaucoup d'attention parce qu'à chaque jour, il faut évaluer est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il ne fait pas beau. Il n'y a aucun capteur qui va être capable de faire la différence et on n'a pas d'idée du statut hydrique du sol. Donc, est-ce que la plante, elle est capable de consommer ou pas? C'est sec, c'est pas sec, on ne sait pas. Le tensiomètre, quant à lui, l'avantage du tensiomètre, c'est qu'il reflète le statut hydrique du sol. C'est le meilleur outil pour ça, pour avoir une idée de comment la plante se sent dans le sol. Par contre, le tensiomètre nécessite pas mal d'entretien et le tensiomètre reflète le statut hydrique d'un seul pot. Ça, c'est important à noter. Là, à moins d'avoir beaucoup de tensiomètres, on a un seul pot pour représenter la culture au complet. Le pyrénomètre, quant à lui, l'avantage, c'est qu'il nécessite très peu d'entretien. Des pyrénomètres installés depuis très longtemps qui n'ont jamais eu à être replacés, recalibrés, etc. Là, c'est quand même très, très, très robuste et fiable comme appareil. Par contre, ce n'est pas un appareil qui reflète le statut hydrique du sol. On a bien beau avoir une bonne corrélation entre le rayonnement solaire et la consommation d'une culture, c'est pas vrai que ça reflète toujours la réalité. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est d'avoir un système hybride, un système qui va utiliser un pyrénomètre et un tensiomètre. Parce que dans ce cas-là, le système, on va être capable d'avoir une idée du statut hydrique du sol meilleur. On va avoir un système qui nécessite peu d'entretien parce que ce qui va démarrer les irrigations, c'est le pyrénomètre et on va vérifier avec des lectures de tensiomètre si nos irrigations programmées avec le pyrénomètre ou automatisées avec le pyrénomètre sont correctes ou pas. Donc, on ne fait pas l'automatisation avec le tensiomètre. On vérifie avec le tensiomètre l'état hydrique du sol jour après jour pour être certain que notre programmation, notre automatisation avec le pyrénomètre est correcte. Puis cet ensemble, cette association-là de 2 outils d'aide à la décision, ben c'est certain qu'on a comme inconvénient l'entretien pour le tensiomètre, puis on a un coût supplémentaire, mais on va avoir le meilleur des 2 mondes, puis on va être capable de faire une irrigation optimale toujours. Je termine avec quelques diapos pour montrer, j'en ai pas pour très longtemps, je sais que j'ai déjà dépassé mon temps,
mais je vais terminer avec quelques outils supplémentaires qui sont, d'après moi, très intéressants à mettre en place. Un des outils supplémentaires, là, je mets à l'écran une représentation schématique de l'évolution de la conductivité électrique d'un substrat sur une période de 24 heures. Donc, pour commencer, là, si on regarde la courbe en vert, là, le vert, c'est le contenu en eau dans un substrat. Par rapport aux mêmes périodes que tantôt, le contenu en eau au début de la journée, avant les premières irrigations, là, il diminue. Puis quand on donne les irrigations, le contenu en eau augmente pour avoir un plateau pendant les périodes de lessivage, puis il va diminuer à la fin de la journée. Bien, ça, on sait ce que ça veut dire. Bien, le comportement de la conductivité électrique dans le substrat, lui, est reflété par la courbe en bleu. Donc, normalement, la conductivité électrique va augmenter un petit peu lors des premières irrigations pour ensuite descendre sur l'heure du midi lorsqu'on effectue une irrigation optimale. Fait que ça, c'est en théorie. En pratique, on a à peu près le même graphique là, qui a été mesuré. Là, donc, il y a plus de lignes sur le graphique, mais si on se concentre sur la conductivité électrique, je l'ai souligné ici, on voit la conductivité électrique par rapport au contenu en eau du substrat. On voit la conductivité électrique augmenter un petit peu le matin, puis descendre graduellement pour atteindre un plateau, puis remonter à la fin de la journée. Lorsque l'irrigation est faite comme il faut et qu'il y a une bonne période de lessivage. Cette courbe-là, c'est une courbe idéale, mais ce n'est pas comme ça que ça va. La courbe n'aura pas du tout le même comportement si on fait une irrigation qui n'est pas optimale puis on ne lessive pas sur l'heure du midi. On va avoir des montées de conductivité électrique sur l'heure du midi, on va avoir une culture qui est stressée, une qualité de fruit qui est moindre. Donc, pour pallier à ça, puisque dans nos systèmes, on a très peu d'utilisation de pompes doseuses, on propose une petite astuce. Là. Donc, ça, c'est le fonctionnement normal d'un injecteur d'engrais ici qui est schématisé. Donc, on voit l'eau claire entrer ici, là, puis descendre parce que la valve qui est ici, là, ici, on a une valve, là, elle est fermée théoriquement. Normalement, elle est fermée. Donc, l'eau passe ici, l'eau passe dans l'injecteur. Il y a une quantité d'engrais qui est additionnée à l'eau et l'eau avec l'engrais est acheminée à la plante. Bien, il y a des producteurs qui ont essayé de mettre une voie de contournement sur l'injecteur. Une voie de contournement, là, c'est simplement que la valve qui est ici en haut, elle est automatisée. Son ouverture et sa fermeture sont automatisées. Donc, on est capable de détourner une partie de l'eau qui passe dans l'injecteur, une faible partie de l'eau qui va passer dans la voie de contournement. Donc, on va avoir moins d'ajout d'engrais malgré un système mécanique qui est proportionnel, qui est supposé en tout temps de donner la même quantité d'engrais, mais vu qu'on détourne une quantité d'eau, on va avoir une quantité d'eau qui va rester claire, qui n'aura pas d'engrais ajouté. Fait en faisant ça, on est capable de relier cette valve-là à un pyranomètre et être capable d'activer automatiquement l'ouverture et la fermeture lorsqu'il fait beau. Par contre, là, ça, c'est important là, de le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire que l'injecteur va fonctionner avec un débit minimum et maximum. Puis si en divertissant une quantité d'eau dans la conduite de bypass, on fait en sorte que le débit de fonctionnement n'est plus respecté, ça ne fonctionnera pas. Par contre, ça a été installé dans plusieurs entreprises de façon avec succès. Il faut parler avec votre représentant de système d'irrigation pour que ça fonctionne. Mais c'est une façon intéressante d'avoir une diminution de la conductivité électrique sans donner de l'eau claire. C'est important de le mentionner. Si on donne de l'eau claire dans la culture de la framboise, ça n'a pas été essayé de façon dans un projet de recherche. Mais dans la plupart des cultures, il y a une baisse notable de la qualité des fruits récolter si on fait ça. Donc, ça, cette façon de faire-là, c'est une façon intéressante de le faire de façon automatisée pour diminuer la quantité d'engrais amené lorsqu'on est en période de lessivage sur l'heure du midi à la culture. Donc, on économise des fertilisants aussi en faisant ça. Deux autres petits outils avant de terminer. Capteur de pression qui peut être intéressant dans l'irrigation de la framboise hors sol. Un capteur de pression, ça mesure la pression d'opération dans les lignes. On est capable de vérifier si il y a suffisamment de pression, si le système fonctionne normalement, si les filtres sont sales. Il y a aussi des débitmètres qui peuvent être installés ou des compteurs d'eau qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressants. Par contre, ils sont beaucoup plus chers. Fait que le capteur de pression, c'est un outil qui est utilisé
quand même de façon générale et qui amène des informations intéressantes. Finalement, on a aussi, il existe dans les cultures en serre, comme on le voit dans la photo à gauche, des dalles de lessivage automatique, parce que c'est quand même long d'aller faire des relevés à chaque matin, de prendre les CE, les pH, les quantités d'eau, amener, lessiver. Bien, ça se fait une dalle de lessivage automatique. Par contre, c'est pas beaucoup utilisé dans les cultures sous abri parce que c'est pas encore au point. Donc, on voit le système là, de Gaspard là, qui est en développement là, pour les grands tunnels. Donc, on va être capable à un moment donné de générer des résultats de lessivage automatique, des relevés, des pourcentages de lessivage, des mesures de conductivité électrique et de pH automatique. Donc, je termine en mentionnant les références que j'ai utilisées. C'est des références très intéressantes et on va faire de la place pour une période de questions. Je rappelle là, juste avant la période de questions là, que tout ça, c'est des notions qui doivent être adaptées à chacune des entreprises. Donc, moi, je vous recommande fortement de faire affaire avec un conseiller en irrigation. Il y en a qui sont compétents dans les irrigations hors sol, en substrat. Donc, faire appel à eux pour être capable de faire des réglages fins par rapport aux informations générales que j'ai données dans la formation. Donc, je vais me taire, je vais départager mon écran, puis Carl-José, je te laisse prendre les questions. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Nous avons eu quand même beaucoup de questions, pratiquement une dizaine. On va commencer par la toute première de Madame Annie Roy, qui demande si les balances que tu as présentées au départ pour peser les pots au niveau du substrat, est-ce que ces balances, c'est des balances spécialisées ou une balance ordinaire peut servir? Les balances que j'ai présentées, c'est des balances spécialisées, une balance ordinaire. Moi, je n'ai jamais vu ça fonctionner parce qu'il faut que ça soit relié au système d'automatisation. C'est ça. Les seuls que j'ai vus, c'était relié à des systèmes d'automatisation qu'on peut acheter. Parfait. La question suivante de Xavier Villeneuve Desjardins. Est-ce que l'appareil pour mesurer la conductivité électrique, est-ce que c'est l'appareil qu'il faut changer au complet ou c'est les électrodes à changer aux 2 ans? Dans l'appareil que j'ai montré à l'écran, je pense que l'électrode du pH peut se changer, mais pas celle-là de la conductivité électrique. En effet, là, c'est plus intéressant d'acheter un appareil de meilleure qualité où est-ce que les sondes sont à l'extérieur puis on peut simplement changer les sondes. Là. Par contre, pour un appareil de ce genre-là, il faut compter facilement 600-700 $ pour l'appareil. L'appareil que j'ai présenté, moi, je pense que ça vaut là, je ne suis pas au courant des prix récents, mais je pense que ça vaut autour de 200 $. Donc, ce n'est pas la même gamme de prix, mais à la longue, on va le changer souvent. Fait qu'on est peut-être mieux d'acheter quelque chose avec des sondes remplaçables. Parfait. La suivante, c'est celle de Valérie Bernier-English. J'espère que je prononce bien le nom. Désolé. Est-ce que le pyranomètre doit être installé en dessous des toiles ou à l'intérieur de la serre? Oui, ben, il y a beaucoup. En fait, toutes les références qui existent présentement, c'est des références à l'extérieur. Donc, toutes pas les normes, mais les conventions ou les valeurs qu'on a jusqu'à date, c'est des valeurs qui sont faites à l'extérieur des revêtements. Il y a quelques producteurs qui mettent des pyranomètres à l'extérieur et à l'intérieur pour même évaluer un peu la quantité de lumière qui est perdue par le revêtement. Fait que ça, c'est quand même intéressant, mais la convention veut que les pyranomètres soient installés à l'extérieur. Mais je recommande fortement d'en mettre 2 pour évaluer l'usure puis la perte de lumière qu'on peut avoir au travers d'un revêtement. Là, ça peut se faire poser des questions de temps en temps. Parfait. Gabriel Gagné, Fugère, demande quelle est la méthode de fertilisation pour la production biologique dans ce type de production hors sol? Je ne suis pas entré dans les détails, mais dans ce cas-là, la fertilisation se fait de façon solide. À chaque 2 semaines, on apporte une quantité de fertilisant sur le dessus du pot. Manuellement, là, il n'y a pas d'automatisation qui est faite avec ça. Puis, on a des piquets asperceurs, c'est-à-dire que ce n'est pas un système d'irrigation qui va amener une goutte d'eau dans le substrat. Ça va vraiment faire une micro-aspersion. Ça va mouiller le fertilisant qui est mis sur le dessus du pot pour une meilleure minéralisation. Puis, on va, à l'aide d'un injecteur, on va complémenter avec les fertilisants autorisés en régie bio
qui ne sont pas suffisamment disponibles avec la fertilisation solide. Fait que c'est une combinaison des deux, mais majoritairement de la fertilisation solide apportée manuellement de façon répétée sur le dessus du pot, combinée à une fertigation, une micro-aspersion localisée. Si je peux peut-être compléter, c'est ça, il y a des pourparlers actuellement. Peut-être qu'on va organiser un webinaire sur les techniques de production de la framboise, puis ces aspects-là seront peut-être abordés là, à suivre. Parfait. La suivante, posée par Marie-Ève Dion, concerne les périodes au niveau de la détermination de la fin des périodes. Exemple P1, P2, on se base sur quoi pour déterminer de façon certaine la fin des périodes? J'ai pas trouvé de référence sur là-dessus. On sait simplement là, que lors de la période où est-ce qu'on a la plus grande intensité lumineuse, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir une période de lessivage. Fait que cette intensité lumineuse-là, elle est maximale, là, je dirais 2 heures avant le zénith jusqu'à 2 heures après le zénith. Fait qu'on peut compter facilement là, une durée de période pour cette période-là de 4 heures à peu près. Là. Dans toutes les références consultées, ça tourne autour de ça. Là. Fait il n'y a pas de réponse parfaite, définitive, mais on peut varier dans ces eaux-là. C'est parfait. Il y avait juste une petite remarque de Nadia Surdek qu'on a corrigée, Sunrise. Et la prochaine question, je vais ouvrir le micro de M. Pierre-Yves Etier pour poser sa question. Il faudrait activer le micro à votre niveau, M. Pierre-Yves. Je m'excuse, je n'avais pas vraiment de questions. Ma main a été levée par erreur. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. C'est parfait. Merci. Merci. On prendra la question suivante en ce moment. C'est la question de M. Daniel. Je suppose, Daniel, c'est tout ce que j'ai pu lire. Il aimerait savoir un système d'irrigation complet pour 4 zones. Est-ce que tu as une idée du coût? Monsieur Daniel, non, je n'ai pas d'idée pour le système d'irrigation en tant que tel ou pour le système d'automatisation. Je ne sais pas à quoi on fait référence, mais non, je n'ai pas d'idée de coût. Je ne sais pas. Je ne vais pas nécessairement ouvrir la discussion, là, mais je n'ai pas d'idée. Je ne me rappelle pas. Je ne suis pas à jour dans les coûts. Fait que je ne serais pas capable. Là, système d'automatisation. D'accord. D'automatisation, ben, il n'y a pas grand-chose on va te donner une fourchette de prix là, pour de l'automatisation avec un automate de qualité et quelques outils d'aide à la décision là, pour quelques zones. Là, je ne pense pas qu'on va s'en tirer. On va donner entre 5 et 10 000 là, comme valeur de système. J'espère pas trop me tromper, mais je dirais dans ces eaux-là. Puis j'en profite, là, je ne vais pas voler ton punch, Carl-José, mais les systèmes d'automatisation sont subventionnés dans le programme Prime Vert qui est administré au MAPAC. Donc, il y a de l'aide financière disponible pour pouvoir acheter ces systèmes-là. Parfait, j'ai mis le lien dans la conversation. Pour ceux qui sont intéressés, il y a une belle présentation qui donne toutes les informations sur la mesure 4304 de Prime Vert. OK. Puis, il y a aussi un projet qui s'est fait à l'IRDA au site à Saint-Bruno de Montarville où il y a plusieurs outils d'aide à la décision, là, dont les tensiomètres et les pyronomètres qui ont été essayés, qui ont été, pendant 2 ans, qui ont été essayés, qui ont été montrés aux conseillers et aux producteurs qui sont allés à la vitrine. Puis, il y a un rapport qui a été fait avec ça, puis on donne des ordres de grandeur de prix aussi pour les systèmes d'automatisation. Donc, on pourrait aller consulter ça pour avoir une meilleure idée puis connaître les avantages et inconvénients de chacun des systèmes. Parfait. On passe à la question de Mme Nado Nadia qui demande est-ce que ces grands principes d'automatisation de l'irrigation peuvent être transférés à une production horticole couverte en plein sol? Oui, les notions là, de pyranomètre puis de tensiomètre, c'est applicable aussi en plein sol. Dans le guide sur l'irrigation fertilisante de la tomate ou je pense que c'est lui dans le guide du CTIFL, on explique justement là, de l'irrigation en plein sol à l'aide de pyranomètre, comment ça peut se faire exactement. Puis, dans l'exemple, le seuil de 500 joules dont je parlais tantôt là, pour faire mes représentations graphiques était utilisé dans cet exemple-là en plein sol.
Donc oui, la méthode est transposable là, à du plus gros volume. Il faut adapter par contre. Parfait. La question suivante est celle de Mourad Louardani, notre collègue de Laval. Il se demande, il se pose la question sur l'efficacité de l'utilisation des tensiomètres, puisqu'on sait qu'après une certaine période, la précision varie, elle baisse, elle n'est pas constante. Ben, tensiomètre, c'est un outil qui est très intéressant. Là, on l'a mentionné, là, puis j'espère que c'est l'impression que j'ai donnée, mais c'est un outil qui, avec le temps, puis là, il y a une gamme de tensiomètres, il faut faire attention. Il y a des tensiomètres de meilleure qualité que d'autres. Mais le tensiomètre, à mon avis, c'est un outil qui doit être utilisé pour de l'automatisation de l'irrigation. Je le sais que nos collègues de l'IRDA travaillent beaucoup avec des tensiomètres de type Aerometer, ceux que j'ai montré à l'écran, et d'après eux, la durée de vie d'un tensiomètre de ce genre-là, c'est de 3 à 4 ans. Là, ça fait plusieurs qui utilisent. Donc, c'est certain que c'est un outil qu'il va falloir calibrer, qu'il va falloir calibrer à des tensions de travail. On ne pourra pas toujours se dire, bon, ben c'est tel que la théorie, puis à un moment donné, il va briser, ça peut geler. C'est un système qui demande beaucoup d'entretien. C'est ce que je l'ai dit, mais je persiste en disant que c'est un des outils les plus importants à utiliser parce que ça reflète exactement ce que la plante ressent dans le substrat de culture, puis dans le sol. On ne peut pas avoir ça avec un pyranomètre ou avec un pyranomètre ou avec un minuteur. Là. Donc, l'association de deux techniques ensemble, tant qu'à moi, c'est la meilleure façon de faire de l'irrigation hors sol ou même souvent en sol. Parfait. La dernière question est vraiment relative au programme Prime Vert. Ben, il y a une question qui vient de rentrer. Je ne sais pas si tu pourras répondre. Cathy Goudreau demande, il est minuit moins pour une demande au niveau du programme Prime Vert. Est-ce que vous savez s'il est reconduit avec encore un financement pour l'automatisation? Moi, je ne suis pas au courant de ces discussions-là. Carl José, c'est peut-être toi qui sais ça, là, mais je ne pense pas qu'il y ait personne qui le sache. C'est ça, personne ne le sache. On sait seulement qu'il faut recevoir une lettre d'offre, c'est-à-dire déposer sa demande et recevoir une lettre d'offre avant la fin mars 2023 pour espérer avoir du subventionnement pour l'année financière prochaine 2023-2024. Donc, c'est vraiment minimum une actuellement. Il faut se dépêcher au moins pour déposer une demande. C'est sûr que peut-être que quelque chose va venir après, mais on ne sait rien. On n'a aucune information. Il y avait une main levée qui a disparu. Daniel, je ne sais pas combien de minutes on pourrait encore gérer. Combien de questions? Je ne sais pas combien tu as de questions encore, Carl José. Je pense que les gens vont se déconnecter au fur et à mesure s'ils ne veulent pas continuer, mais on peut continuer là, pour répondre aux questions. Parfait. À moins que tu en aies 20 encore. Non, j'ai 2. En fait, les questions rentrent au fur et à mesure. Il y a Daniel qui demande, y a-t-il une raison que les tuyaux d'irrigation soient blancs? Simplement pour la température de l'eau d'irrigation. Donc, avec des tuyaux blancs, la température entre les irrigations de l'eau qui est dans le tuyau va monter beaucoup moins. Là. Parfait. Marie-Ève a une question sur les tensiomètres. Comment peut-on les calibrer? Ou est-ce qu'il y a une référence qui indique comment calibrer un tensiomètre? Oui, il y a plusieurs vidéos sur le site d'Aerometer, parce que là, j'ai utilisé des Aerometer dans mes exemples. Il y a une procédure de calibration. C'est certain que là, pour cette procédure de calibration-là, quand on a des tensiomètres qui sont automatisés, il n'y a pas de capteur dessus, il n'y a pas de cadran. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut parler avec la personne, par exemple, dans notre cas, c'était Gaspard. Là, donc, il faut parler au représentant technique de Gaspard pour lui demander, c'est quoi la procédure de calibration dans ton automate. Donc, là, il va falloir, par exemple, mettre le tensiomètre dans de l'eau pour avoir la tension nulle. Donc, ça va être une lecture électrique. Il va falloir extrapoler ça pour faire la calibration de cette façon-là. Fait qu'il faut combiner une façon qui est décrite sur le site d'Aerometer en parlant avec le représentant technique qui vend le système pour savoir comment faire dans l'interface de l'automate. C'est pas
c'est pas si compliqué que ça. Le problème, c'est que si on a 20 tensiomètres, ben, il faut répéter 20 fois la procédure de calibration. Normalement, on le fait au début de la saison, puis ça se fait quand même assez bien. Ou on peut fonctionner comme je l'ai expliqué dans le webinaire, avec le tensiomètre tel qu'il fonctionne. C'est simplement que nos références ne seront pas bonnes, puis il va falloir se refaire une tête avec chacun des tensiomètres qu'on utilise, puis essayer de voir si la courbe de fonctionnement, elle est correcte ou pas. Merci Xavier. Je pense que Xavier a mis la procédure de calibration dans le chat. À la gang, là, ça fonctionne. Merci beaucoup, Xavier. En même temps que Xavier a mis sa référence, il avait posé une question de suggestion. Watermark plus que tensiomètre pour simplifier l'entretien et la durabilité. Qu'est-ce qui est mieux, Eurometer, Watermark? Ben, pour le watermark, il n'a pas été testé dans des substrats. C'est une sonde différente là, que le tensiomètre lui-même. Là, ça vient de la compagnie Eurometer quand même, mais ça n'a pas été testé dans ces substrats. Fait que moi, je ne me lancerai pas dans l'utilisation de cet outil-là. Puis même en sol, là, c'est un outil avec lequel, tout dépendant de la texture de sol, ça fonctionne ou pas. Là, fait qu'il y a encore beaucoup de questionnements par rapport à cet outil-là. Puis s'il fonctionne, il y aurait beaucoup moins d'entretien effectué sur cet outil-là. Il y a beaucoup d'espoir, mais je ne suis pas capable de répondre à la question. Je suis capable d'y répondre en substrat, ce n'est pas utilisé encore parce que ça fonctionne plus ou moins bien là, pour le moment. Parfait, parfait. Je vais passer la parole à Stéphanie parce que c'était la dernière question qu'on avait dans la conversation. Je veux juste remercier à la fin, quand même remercier Daniel Bergeron et Gaspard là, qui m'ont aidé beaucoup au montage de ce webinaire. Puis je vous recommande encore une fois de faire affaire avec un conseiller pour vous aider dans le réglage fin de votre irrigation à la ferme. Bien, merci beaucoup, Philippe-Antoine. Merci, Carl-José, pour l'animation de la période de questions. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que c'était super intéressant, beaucoup d'informations. Et comme on disait au début, l'enregistrement va être disponible là, éventuellement là, pour les gens qui veulent revisionner des parties. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne suite de journée à tous. Merci.